Bienvenue dans la chaise musicale, bienvenue à tous et à toutes. Ça y est, la deuxième émission de Studio 440, en tout cas pour ce qui concerne la chaise musicale, est lancée. Bienvenue à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue du coup dans cette deuxième émission. Aujourd'hui, nous retrouvons un invité exceptionnel en la personne de Eric Zorgnotti, fondateur principal de l'application Music Crab, qui va, du coup, on va vous expliquer un petit peu ce que c'est. Et bonsoir Tony, bonsoir à toi, mettez-vous à l'aise. En tout cas, émission assez spéciale, du coup, puisque nous avons Eric Zorgnotti qui va nous parler de son application. Music Crab entre autres, et on va explorer un petit peu ensemble les nouvelles façons d'apprendre, les nouvelles façons de lire, et les nouvelles façons de pratiquer la musique, surtout la musique classique, hein, c'est quand même ce qui nous intéresse. Donc on va parler de tout ça avec lui. Je le retrouve du coup tout à l'heure, il va arriver. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons bien sûr une petite rubrique. Que c'est un invité de marque, c'est bien sûr mon collaborateur et fidèle ami Tom, du coup, qui va vous faire une petite chronique pour vous parler des actualités en musique classique. En effet, on a un petit peu revu depuis la dernière fois. On a un petit peu revu l'émission, voilà. La première servait un petit peu de pilote. Hein. Donc là, ce coup-ci, voilà, on commence les choses sérieuses. On commence à bien maîtriser un petit peu la forme, à bien maîtriser un petit peu la structure de cette émission, n'est-ce pas, qu'on espère que ça va vous plaire pour celle-ci. Du coup, nous allons retrouver donc Tom et sa petite chronique qui va nous parler de l'actualité en musique classique. Je vais retrouver bien sûr mon ami Tom. Et bonsoir Tom. Et bonsoir Colin, ça va ? Bien et toi ? Très très bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, musique classique, j'ai entendu comment tu m'as lancé, mais précise un petit peu, de quoi est-ce que je vais parler en musique classique ? Alors, tu vas nous parler, je pense, des dernières sorties des CD. Je vais vous parler d'enregistrement, tout à fait. Alors, on va parler enregistrement au sens large, on va parler musique classique, mais pas que. Tu sais à quel point j'aime les projets un petit peu transversaux et à quel point j'aime quand on mélange différents univers. Bah, ça va être un petit peu ça va être un petit peu le cas aujourd'hui. C'est vrai qu'à la base, avec Colin, pour tout vous dire, on veut faire à terme des chroniques un petit peu plus d'actualité et tout ça, mais au vu de l'actualité quelque peu morose actuelle, on s'était dit qu'on allait plutôt vous présenter les initiatives du moment, des initiatives artistiques qui font du bien, parce que c'est des initiatives artistiques qu'on ne voit pas tout le temps, même en temps normal, et c'est des initiatives qui nous font un petit peu voyager, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Et du coup, je vous propose ce soir de découvrir 5 enregistrements, et si vous êtes sage, peut-être 2 de plus, mais ça, il va falloir être sage. Et les deux, ils valent le coup en plus. Et les deux valent le coup, mais moi bon, je dis ça comme ça, voilà. Je dis ça comme ça. Alors, on va commencer par un CD duquel je suis assez familier, qui s'appelle Dear Mademoiselle. Alors, Dear Mademoiselle, qu'est-ce que c'est comme CD ? C'est un CD qui a été, on va dire, conçu par la violoncelliste Astrix Cyranossian. Et en fait, Dear Mademoiselle, pourquoi Dear Mademoiselle ? Cette phrase, cette appellation, même si Mademoiselle, ça se dit de moins en moins aujourd'hui, il y a 100 ans, c'était pas du tout le cas. Ça avait un sens. Dear Mademoiselle, ça avait un sens. Et Dear Mademoiselle, en fait, c'était une appellation que certains élèves et grands noms de la musique classique utilisaient pour démarrer leurs lettres ou pour parler d'une certaine Nadia Boulanger. Alors, ceux qui sont familiers de la chaîne de Colin, on a déjà parlé de Nadia Boulanger et de sa sœur Lily. Lily, qui est compositrice, qui a été beaucoup plus prolifique malgré sa courte vie que sa sœur. Mais sa sœur Nadia a été d'une importance capitale pour la musique classique du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est très simple. Elle était surtout professeure. Et par professeur, je peux vous dire... Elle en a formé. Elle en a formé. Elle en a formé du beau monde. Est-ce que tu peux m'en citer quelques-uns, mon cher ? Alors, de deux têtes, comme ça, à la volée, je dirais Barenboim.
Oh, Barenboim. merci Tout pour à le, fait. merci pour le follow, Jean Bambistique. Ça c'est pour Nadia Boulanger, j'espère. Du coup, Daniel Barenboim à la volée, je dirais aussi Quincy Jones, hein, quand ça ressort un peu du classique. Tout à fait. Quincy Jones, Tout à c'est Philip Glass aussi, il me semble. Philippe Glass. Et si on sort un petit peu du classique, Ouais. on peut aussi citer Ça, un certain Michel Legrand. Car oui, Michel Legrand. elle a été la professeure de Michel Legrand. Alors en fait, l'idée de ce CD, en fait, le postulat de base, c'est que Astrid, en tant que violoncelliste, est tombée sur des œuvres de Nadia Boulanger, les 3 œuvres pour piano et violoncelle. Et elle s'est dit, mais en fait, je ne connais pas du tout cette dame. On la connaît de nom, parce que des fois, dans les conservatoires, il y a des salles Nadia Boulanger. On en a un petit peu entendu parler, mais sans vraiment savoir exactement qui c'était. Et en fait, elle a plongé dedans, et en fait, elle s'est rendue compte, comme nous, quand on s'est plongé dans le projet, qu'en fait, elle a été l'amie, la professeure, la confidente des plus grands compositeurs du XXe siècle. On peut aussi citer Piazzolla, Stravinsky, Elliott Carter notamment, et Stravinsky notamment. On peut aussi citer Bernstein, très important. Et, très influent, au XXe siècle, oui. Très influent aussi, qui adorait plus que tout Nadia Boulanger. En fait, Nadia Boulanger avait un talent pour déceler, on va dire le meilleur de chaque élève. Le meilleur de chacun. Peu importe l'horizon. C'est ça. Elle était très stricte. Elle revenait souvent à Beethoven, à Bach pour tout ce qui est la compréhension de l'harmonie. Elle a beaucoup participé aussi à ce que Brahms revienne un petit peu en force dans les programmations. Mais en fait, elle ne brisait pas les élèves. Elle prenait ce qu'il y avait de meilleur en eux. Si je veux une petite anecdote, Piazzolla, justement, est venu étudier auprès de Nadia Boulanger, qui avait déjà une sacrée réputation. Et en fait, Piazzolla essayait de faire vraiment de la musique, on va dire, occidentale. Mais en fait, quand il lui a fait écouter ses tangos et sa musique argentine, elle lui a dit, mais continue dans cette voie. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais vas-y, continue. Et en ça, elle a été hyper bénéfique parce que Salut Tartiflette, au fait. Excuse-moi, je t'ai pas salué. Salut Tartiflette. Mon fidèle Tartiflette. Nombre de compositeurs qui sont passés chez elle lui doivent beaucoup, notamment Quincy Jones. Quincy Jones, il est arrivé en fait à Paris pour étudier avec elle. Donc Quincy Jones, jazzman. Surtout. Grand producteur aussi. Grand producteur et arrangeur. Et en fait, il voulait apprendre l'arrangement et l'harmonie pour notamment le quatuor à cordes. Le problème, c'est qu'à l'époque, aux États-Unis, on ne pouvait pas apprendre l'harmonie et en tout cas l'orchestration quand on était afro-américain. Donc en fait, il s'est rendu en France. Et alors qu'il devait rester, 3 semaines, un mois, il est resté prendre des cours avec Boulanger pendant 3 ans. 3 ans. C'est un peu plus que quelques mois. Voilà. Et du coup, c'est un artiste qu'on peut retrouver étonnamment sur le CD du coup d'Astrid. Ouais. Alors, on va retrouver Quincy Jones dans sa fameuse Soul Bossa Nova. Et la Soul Bossa Nova, pour ceux qui l'ont pas tout de suite, c'est soit très connu, la musique d'Austin Power, soit la musique d'Austin Power, soit la musique de la MAF. Moi, je connais que comme ça, Voilà. Et du coup, dans le CD, en fait, Astrid, elle s'est associée avec le pianiste Nathanaël Gouin, qu'on a déjà reçu ici. Premier invité on lui fait la bise. On lui fait la bise. Et enfin, le coup de coude, plutôt. Ils ont à deux réinterprété des œuvres de Nadia Boulanger et des plus grands élèves, souvent en réinterprétant et en arrangeant certains morceaux, notamment Michel Legrand et Quincy Jones, pour violoncelle et piano. À noter que sur ce CD, il y a quand même aussi un invité incroyable, qui est Daniel Barenboim. Daniel Barenboim est l'invité du CD. Quand on lui a partagé l'idée et la volonté de ce disque-là, on lui a apporté une lettre qu'on a retrouvée à la BNF des archives de Nadia Boulanger, une lettre qui date des années 50. Et ça l'a tellement ému et elle a tellement été importante pour lui qu'en fait il a participé au projet avec tout son bon cœur. Il a tenu à enregistrer les pièces de Nadia Boulanger, donc les 3 pièces pour piano de Nadia Boulanger. Magnifique. Alors du coup, si ça vous intéresse, donc là on voit un petit peu le clip qui a été tourné à l'occasion de ce disque. Si ça vous intéresse, en fait, je vous invite vraiment à aller écouter ce CD sur toutes les plateformes de streaming, bien évidemment. Et en fait, vous allez voir, c'est pas un CD dans lequel vous allez avoir un seul style. Vous allez avoir de la musique contemporaine. C'est ça qui est chouette, justement. Philip Glass, Elliott Carter. Vous allez avoir du tango avec Piazzolla, de la musique de film avec Michel Legrand. C'est un vrai voyage à travers le 20e siècle musical, et c'est, on va dire, un reflet
de l'importance que Nadia Boulanger a eue et surtout, on admire les reflets de tous les petits diamants qu'elle a pu tailler, qu'elle a pu préparer. Ça, c'est beau, c'est son héritage qui est le plus beau. C'est vraiment son héritage, en fait. On a rendu hommage à cette dame française et à son héritage qui a été si importante pour la musique dans le monde entier et notamment pour l'école américaine. Donc voilà, ça c'était ma première recommandation. Belle recommandation, en effet. Du coup, tu nous recommandes quoi d'autre, mon cher Tom, alors, en dernière sortie En dernière sortie, c'est un CD qui est sorti vendredi. Donc il est tout frais, il est tout chaud. Ouais. C'est un CD d'un accordéoniste. Accordéoniste, accordéoniste dans la musique classique actuellement, il n'y en a pas des masses. Il y en a un principalement qui brille depuis quelques années et qui arrive vraiment à donner à l'accordéon toutes ses lettres de noblesse. Ouais. Parce que, faut se le dire, l'accordéon, on a souvent tendance à penser que c'est cet instrument musette où on va écouter Papy Mamie et les voir pour le follow au bal du dimanche. Mais pas du tout. Félicien, en fait, c'est son deuxième album et il arrive par des projets assez incroyables et très divers à faire rentrer l'accordéon par la grande porte dans la musique classique. Et ce nouveau projet, on voit un monsieur à l'écran. On a vu un certain monsieur. On a vu. Projet, et ce nouveau disque, il s'appelle Neuf. Ouais. Neuf, c'est pas n'importe qui. Neuf, comme le nombre de symphonies d'un certain Beethoven. Ouais. Si on devait sous-titrer ce disque, ce serait Neuf ou la rencontre de Beethoven et de l'accordéon. Parce qu'en fait, de 9 compositeurs d'aujourd'hui. Et de 9 compositeurs, mais ça j'y viendrai, tu t'en doutes bien. En fait, dans ce disque sorti chez Mirare, alors il n'est pas tout seul, hein. Félicien n'est pas tout seul, c'est pour accordéon et quintette à cordes, donc on y retrouve Édouard Macarez à la contrebasse, et le Quatuor Hermès, qu'on voit à l'écran à ce moment même. On parle beaucoup de Beethoven cette année, évidemment, 250e anniversaire de la mort de Beethoven. Beethoven qui s'est éteint en 1827 à Vienne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 2 ans plus tard, dans la même ville, a été inventé l'accordéon. Donc en fait, Beethoven aurait pu croiser l'accordéon et il aurait pu potentiellement peut-être écrire pour l'accordéon. Et c'est Félicien Bru, en fait, ce qu'il a voulu, c'est il a voulu imaginer cette rencontre ratée et il a voulu l'imaginer de nos jours. Qu'est-ce que Beethoven aurait pu faire pour l'accordéon ? S'il avait connu l'instrument, S'il avait connu l'instrument. Et dans ce pari un petit peu fou, en fait, il s'est pas dit je vais pas juste reprendre pour accordéon des œuvres de Beethoven pour accordéon et pour quintette à cordes. Pas du tout. En fait, 9, c'est aussi le nombre de compositeurs qui l'ont aidé à ce projet fou. En fait, il a fait appel à 9 compositeurs vivants de nos jours pour écrire des œuvres inspirées de thèmes ou d'autres de pièces de Beethoven pour cette formation-là. Donc, si on peut citer 3-4 ouais, du coup, qui c'est qui aurait sur ce projet, On peut avoir Corentin Apparelli, qui a fait une œuvre sur la sonate au clair de lune. Une femme, une compositrice, Domi Emorine, qui a fait une œuvre d'après La Tempête. Incroyable. Et on a 2 noms que le grand public peut un peu plus reconnaître. C'est le pianiste Tomasenko, qui a fait une œuvre d'après la sonate opus 111 de Beethoven, et Jean-François Zigel, qui a fait un medley d'après plusieurs thèmes. Je vous conseille vraiment ce disque parce qu'en fait, moi, c'est un de mes coups de cœur aussi du mois parce que l'accordéon, j'ai souvent eu des préjugés envers cet instrument-là parce que il y en a beaucoup. Instrument un petit peu vieillot et tout ça. C'est un instrument que moi j'ai redécouvert non pas dans le classique mais dans la musique traditionnelle irlandaise notamment. Et en fait, on peut vraiment faire de grandes choses avec l'accordéon au classique. Et je pense que si vous deviez commencer à écouter de l'accordéon classique, Félicien Bru et ses œuvres, c'est vraiment une belle porte d'entrée parce que ça vous prend par la main et ça vous fait un petit peu voyager, notamment là dans l'imaginaire de Beethoven et dans ce qui aurait pu se passer si Beethoven avait rencontré l'accordéon. Et vraiment, c'est un très très beau disque que je vous recommande. Vous allez voir vos préjugés sur l'accordéon vont tomber petit à petit. Petit à petit, clairement. Bonsoir Polo, bonsoir à toi. Bonsoir et bienvenue. Tout à fait. Très bien, merci Tom pour cette recommandation. Qu'est-ce que tu as d'autre dans ta besace ? Je vais passer à une deuxième partie. La fameuse partie où je disais que j'adorais les rencontres et, on va dire, le croisement des influences. Ouais. Du coup, là, je vais parler un petit peu de musique classique qui se mélange avec de la musique un peu plus contemporaine, un peu plus actuelle.
Et il faut voir que même malgré les temps troublés où en fait on a vraiment du mal à faire jouer de la musique en live, Ouais. bah, les musiciens ils sont pas restés les bras croisés. Et il y a pas mal Oh. d'initiatives qui se sont mis en place. Mais la première initiative en fait dont je vais te parler, c'est pas une initiative qui date du confinement, mais c'est une initiative qui va sortir très bientôt, le 4 décembre. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce chanteur australien à la voix caverneuse À la voix caverneuse. à la voix caverneuse, un certain Nick Cave, ça te parle? Ça me parle. Par contre, ce qui me parle moins, c'est quand même qu'il va faire quelque chose avec un certain Dodge Gramophone quand même. Dis-nous en plus, Il va faire quelque chose avec un certain Dodge Gramophone. Mais d'abord, tu vas peut-être nous dire ce que c'est Dodge Gramophone. Ah, c'est historiquement, c'est un label mythique de musique classique. De musique classique allemand, comme son nom l'indique. Mais j'ai l'impression que du coup, notre Nick Cave, il va... Nick Cave, voilà. Il va aller du côté classique alors, c'est ça? Il va explorer un peu. Ouais, il va explorer un petit peu. En fait, c'est pas... je vais t'apprendre autre chose, parce que ça, c'était pas très attendu non plus. En fait, cet album, Litanies, écrit par Nick Cave et Nicolas Lenz. Alors, Nicolas Lenz, en fait, c'est un compositeur belge. C'est un compositeur belge qui a déjà créé 3 opéras. C'est quelque chose de très bien. Et en fait, ça, c'est vraiment un projet qui est né du confinement. Ça, c'est cool, ça. Ils l'ont vraiment appelé le Lockdown Opera. Parce qu'en fait, Nick Cave et Nicolas, tous les deux, étant, comme nous tous, pris de court par l'épidémie de Covid, notamment en mars, ont dû annuler tous leurs projets, notamment Nick Cave, une tournée européenne. Mais ils ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont eu une idée, tous les deux. Ouais. Et pourquoi tous les deux? Tu vas me dire, mais pourquoi Nick Cave et Nicolas Lenz? Comment ils se connaissent? En fait, il faut savoir que en 2014, Nick Cave, donc ce compositeur belge, avait déjà demandé à Nick Cave d'écrire le livret de son opéra The Shell Shock. Du coup, c'est un vieux projet qui ressort en fait, ouais. Non, une non, vieille collaboration qui veut. C'est une vieille collaboration. C'est une vieille collaboration de 2014 pour un premier opéra où Nick Cave a écrit le livret de l'opéra. Donc le livret, c'est le texte, pour rappeler à ceux qui n'étaient pas là sur des émissions, sur ta chaîne, des émissions opéra. Et en fait, ils ont décidé de mettre ce confinement à partie pour écrire Litanies. Alors, Litanies, en fait, c'est un opéra de chambre et de confinement. Une litanie, c'est une prière liturgique où toutes les invocations vont être terminées par des phrases identiques et de la répétition. Et du coup, pour ce disque-là, ils ont décidé d'enregistrer 12 litanies. Donc, les 12 litanies ont été composées par Nicolas Lenz et écrites par Nick Cave. Et c'est encore plus un lockdown opéra que cet enregistrement a été fait par 11 musiciens, donc opéra de chambre aussi, on l'a bien, mais ces 11 musiciens n'ont pas enregistré ensemble. Ils ont enregistré séparément, et la magie du montage et du mixage ont fait que ce projet a été 100% Covid-friendly. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique ce qu'on peut créer pendant le confinement. Et tu vas voir, on va en parler justement des belles choses qu'on peut faire pendant un confinement. Et tu vas voir, ma recommandation d'après a également vu le jour pendant le confinement. Mais en tout cas, si vous aimez l'univers de Nick Cave, qui parfois est un univers sombre, en plus d'être un chanteur et un pianiste exceptionnel, c'est un parolier incroyable. Ses chansons, c'est des poèmes. Donc, si vous voulez vraiment découvrir de nouvelles musiques, allez écouter Nick Cave, allez écouter Nicolas Lenz, et puis quand vous serez prêts, le 4 décembre... Le 4 décembre Voilà. Il y a beaucoup de choses le 4 décembre. Magnifique. Il y a beaucoup de choses le 4 décembre. Bon. Et ta dernière recommandation? Ma dernière recommandation est déjà sortie. Ma dernière recommandation, on ne va pas mélanger une voix caverneuse, presque de bluesman australien, où on ne va pas mélanger la musique islandaise et un orchestre. Non, on reste en France avec Tilassine, qui est un musicien français qui fait principalement de la musique électronique et que j'adore aussi et que j'aime beaucoup aussi, qui est un musicien très talentueux, qui sait vraiment ce qu'il fait, parce que ce monsieur a eu une éducation aux beaux-arts, il est passé par le conservatoire, donc il sait de quoi il parle. Hein. Je ne dis pas que les compositeurs de musique électronique qui ne sont pas passés par le conservatoire ne savent pas de quoi ils parlent. Mais là, tu vas voir que pour ce projet, c'est hyper important. Il faut savoir que Tilassine, il aime beaucoup les projets qui ont des contraintes. Il avait écrit un album qui s'appelle... Merci pour le follow, Magicarpetueuse. Merci beaucoup. Allez. Je t'en prie. Merci beaucoup. En fait, Tilassine, il a écrit
plusieurs projets dans des conditions un peu spéciales. Il a écrit Transsibérien. Ouais. Est-ce que ce mot te parle? Ah ouais, si, ça me parlait beaucoup. J'avais vu ce projet que du coup, il a voulu donc prendre le Transsibérien, donc le train, à travers toute la Russie. Très très longtemps. Ah ouais, et il a Ouais, composé en tout à fait fait. beaucoup de chansons dedans en fait. Enfin, Il a beaucoup composé l'entièreté dedans. de l'album. Ouais. Il a écrit cet album pendant ce voyage-là. Ouais. Donc ça, Et c'est il aime très bien clairement- les défis un peu, hein, ce Tilassine. Il aime bien les défis et il a ces 2 albums, Rhodes One et Rhodes Ouais, que j'avais vu en concert, Rhodes moi, du comme coup, la route. Tilassine. Rhodes comme la route. Et en fait, ces 2 albums-là, ben en fait, ils ont juste été écrits en tournée, dans le tourbus, dans les avions. Ouais. Donc, on imagine, pour un musicien électronique, les contraintes matérielles. Ah, un petit peu, ouais. C'est un peu... Voilà. Bah, un peu comme Nick Cave et Nicholas Lenz. Bah, il s'est dit, je peux pas jouer, je peux pas aller faire de concert. Bah, je vais faire un album. Je suis confiné, j'ai pas tant de matériel, j'ai pas tant de moyens que ça. Mais je vais quand même faire un album. Et pour cet album-là, en fait, il est allé chercher dans sa formation classique, dans ses années conservatoires. Et en fait, il a composé un album, il a écrit un album autour de grands thèmes classiques et autour de grands compositeurs classiques. D'ailleurs, du coup, ce qu'on écoute penser actuellement, c'est du Verdi un petit peu là. C'est du Verdi. On pourrait penser qu'il s'en cache un petit peu parce qu'il y a des compositeurs des fois qui utilisent des petits thèmes classiques sans trop le dire, hein, et ils disent hop là ça passe, on va penser ça comme une idée. Mais lui pas du tout parce que les titres de ses œuvres c'est le nom des compositeurs. Ah ouais, tout bonnement. Satie, Verdi. Donc là on a un Verdi. On a Verdi en live. Le Dies Irae du Requiem de Verdi qui a été enregistré à Versailles. Donc rien que ça quoi. Cadre, hein. Rien que ça. Il y a pire comme cadre. Et on voit que ce Requiem de Verdi aurait vraiment tout à fait sa place dans les clubs. Oh largement. Il y a de quoi clubber avec ça, hein, clairement. Il y a de quoi clubber. Donc voilà, clairement. comme quoi, à quand la musique classique au Macumba, je vous le demande. Ah bah quand on pourra. Quand on pourra. Après, il a utilisé plein d'autres thèmes. Le Miserere d'Allegri, donc cette magnifique œuvre chorale qu'il utilise avec plein de filtres, qui lui donne encore une version encore plus éthérée. Ouais. On a le droit au Lacrimosa du Requiem de Mozart qui est incroyable. Ouais. Une incroyable version où je ne pensais pas que le Lacrimosa pouvait encore plus être tire-larme, mais il arrive à sortir encore d'autres choses. Il arrive vraiment à donner un second souffle. Je dis pas que les œuvres originelles avaient besoin d'un second souffle, mais il arrive à donner un second souffle à toutes ces œuvres, à tous ces thèmes. Donc on a aussi Debussy, on a aussi Beethoven, Satie aussi. Il a déjà sorti plusieurs vidéos. Et voilà, quelques vidéos sont disponibles sur sa chaîne YouTube. Ouais. Et en fait, ce second souffle, il est hyper intéressant parce qu'en soi, là, ce qu'il est en train de faire, c'est aussi de la vulgarisation musicologique. Ouais, parce que clairement. Par son public et par son style de musique, il va faire découvrir un pan musical. Deux mondes qui se rencontrent, ouais. Deux mondes qui se rencontrent à un public beaucoup très large, deux mondes qui se rencontrent d'une manière très très bien faite. Ouais. Parce que c'est bien fait en plus. Si vous voulez voir des manières un peu moins bien faites de mixer l'électro avec la musique classique, vous avez qu'à taper Beethoven, Vivaldi ou Mozart dubstep. Au Fortuna. Et vous allez tomber sur voilà, vous allez tomber sur des choses incroyables sur YouTube. Mais là, en fait, il le fait avec l'art et la manière et c'est incroyable, c'est très beau. Il y en a pour tous les styles d'électro. Vous allez du morceau. En plus, c'est sorti il y a vraiment pas longtemps en plus. C'est sorti il y a à peu près un mois, ouais. Et du coup, c'est très très beau. À peine, ouais. Si vous aimez pas tant que ça le classique, mais que vous adorez l'électro, je vous conseille de foncer dessus. Et inversement, parce que je trouve que cet album est aussi une très bonne porte pour les musiciens classiques vers le monde de l'électro. Donc voilà, ça c'était vraiment mon 5e coup de cœur, on va dire, de cette période. Et je voulais pas, comme je te disais tout à l'heure, un peu plomber l'ambiance avec toutes ces mauvaises nouvelles, mais je voulais aussi montrer que y a quand même des choses bien qui sortent, et ça fait du bien. Il y a des beaux projets qui tiennent, il y a des beaux projets qui se font encore, et ça c'est chouette. Qui arrivent à sortir. Et je t'avoue quand même, il me tarde quand même un petit peu que cette période passe pour qu'on puisse voir tout ça en live quand même. Exactement. Alors du coup exactement pour te répondre, du coup Tony, son nom c'est Tilassine, T-H-Y et Lassine, L-A-C-I-N-E. Donc T-H-Y-L-A-C-I-N-E. Tilassine. Tu tapes Tilassine Verdi et du coup tu tombes sur du coup sur sa chaîne et notamment du coup sa vidéo. Son dernier album s'appelle Au château de Versailles. S'appelle Timeless. Voilà. André Rieu. L'énième CD de Noël. L'énième CD de Noël d'André version Rieu. deluxe. Alors, avec DVD. Version de... Est-ce qu'on peut Ça me fait mal aux yeux. Ça me fait mal aux yeux. Eh ben, je vais rester là-dessus. Voilà. C'est incroyable. Ça me fait mal aux yeux.
Alors André Rieu, avec Colin, c'est un petit running gag qu'on a parce que André Rieu, il n'y a rien de plus kitsch actuellement dans la musique classique. André Rieu, c'est dur de faire pire, ouais. Qui en soi pas mauvais, ce n'est pas un mauvais violoniste. Mais en fait, il va prendre tout ce que la musique classique a fait de plus populaire au 19e siècle, globalement, dans un style vraiment très salon viennois 19e. Donc, si vous aimez les robes à froufrou... et les valses. Les valses, les pampilles, André Rieu, c'est fait pour vous. C'est aussi un musicien à mamie. C'est aussi un musicien à mamie. Surtout. Là, si vous voulez faire tirer l'alarme à mamie, ça marche aussi. Et si vous voulez... Mais mamie qui a pas trop de goût quand même, hein. Enfin, faut pas déconner. Ouais, mamie qui a pas trop de goût, ouais. Mamie... Si vous voulez... Alors attention, mamie qui a des lunettes triple foyer, ça passe. Par contre, vous, mettez des lunettes de soleil si vous voulez regarder certains de ces clips parce que ça brûle la rétine. Ouais. Ça brûle la rétine. Donc voilà. Bon, ça c'est mes petites blagues de fin parce que Noël approche. Voilà, bah tu vois. Ah voilà, la valse de Chosta, André Rieu. Réflexe. André Rieu, mine de rien. Et merci pour le follow, Maléo. Merci pour le follow. André Rieu, c'est une icône dans la musique classique. Ben voilà, en plus le follow André Rieu. Le follow André Rieu sur André Rieu. Mais mine de rien, André Rieu est un des plus gros vendeurs de disques typés classiques au monde. Clairement. Mais ça, les disques classiques un peu clichés et on va dire qui vend et ce qui se voit beaucoup, ça je pense que tu vas en parler tout à l'heure. Donc on va laisser les gens un petit peu patienter. Merci Tata Peggy, merci pour le follow Tata Peggy. C'était ma petite chronique, en tout cas. Bah merci en tout cas, mon cher Tom. Merci. Je voulais vous faire découvrir vraiment ce qui se fait actuellement, les projets en fait qui sortent un petit peu des sentiers battus, qui mélangent la musique classique avec d'autres univers ou même qui font découvrir de nouvelles choses. Et je pense qu'en ce moment, on a besoin de belles choses et de belles. On a besoin de s'évader, ouais, clairement. Ouais. Et on a besoin de s'évader et du coup, ça fait plaisir. Et j'espère qu'en tout cas, ces petits conseils vont soit vous faire aimer la musique classique, soit vous faire aimer les autres types de musique avec laquelle elle est mélangée. Ouais. Moi, bah en tout cas, Eric, à leur discussion, vous allez voir, Eric est une personne assez formidable et le débat de ce soir va être centré notamment autour des nouvelles technologies et de tout ce qu'elle peut faire pour la musique classique et notamment son apprentissage. Oh que oui. En tout cas, merci beaucoup Tom pour cette chronique. Merci pour ces recommandations de très bon goût pour les 5 premières et de moins bon goût pour les deuxièmes. Mais on aime beaucoup le mélange du coup ici. Donc Tom, le boss, bien sûr. N'hésitez pas à soutenir Jonas Kaufmann qui a grand besoin de soutien visiblement. Pour sa maison. Pauvre Jonas. Bon, merci en tout cas Tom et à très vite pour une nouvelle chronique. Merci à toi. Et à la prochaine pour une nouvelle chronique. Et à la prochaine mon cher Tom. Ciao. Merci à lui. En tout cas, magnifique chronique. Nous avons donc du coup 5 CD à nous écouter, à vous faire écouter. Tom, TBG, bien sûr, on partage tous cet avis. Il y a 5 CD donc du coup dans l'ordre: Dire Mademoiselle d'Astrid Cyranossian. Il y a 9 de Félicien Bru. Il y a également Sigur Rós qui sort son projet, Nick Cave pour son prochain opéra et le dernier, c'est bien sûr Tilassine, du coup pour son projet incroyable qui mêle musique classique et électro. En tout cas, nous allons aller rejoindre notre cher invité qui arrive. Il est là, tapis dans l'ombre, il est là, ils sont partout. En tout cas, le voilà. Du coup, nous accueillons Eric. Eric, du coup pour hop là. Nous allons accueillir bientôt Eric. Bonjour Eric. Bonsoir. Eric. Salut. Tu vas bien? Bonjour Eric. Salut Colin. Salut Tom. Merci pour ta super chronique. Il y en a pour tous les goûts, c'est bien. On s'entend un petit peu en double, Eric. Est-ce que c'est mieux? Hop là. Ça a l'air d'être mieux. Ouais, c'est bon. C'est bon, parfait. Excusez-nous pour ce petit contretemps. Bonsoir Eric, ça va bien?
Ça va impeccable, ça va impeccable. Ouais, impeccable. Aux auditeurs de Studio 40 et aux gamers de Twitch. Ah, les gamers, ils sont là. Il y en a pas mal d'ailleurs d'entre vous que je connaisse qui jouent un petit peu aux jeux vidéo. En tout cas, ce soir, nous allons pouvoir parler, comme le titre du coup de ce talk, j'ai appelé ça un talk, c'est du coup musique classique, en tout cas musique au sens large et numérique, où du coup nous allons pouvoir aborder ensemble avec toi Eric, du coup les nouvelles façons, les nouvelles méthodes, les nouveaux outils qui vont aider les musiciens et les mélomanes, du coup, pour, en ce moment, vu qu'il y a un deuxième confinement, je pense que c'est encore plus d'actualité que d'habitude. Du coup, on va pouvoir parler de tout ça avec toi. Mais en tout cas, Eric, pour te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, du coup, tu es musicien professionnel. Tu as été violoncelliste à l'Opéra de Paris, notamment, quand même. J'essaye, oui, en musicien super, mais oui, un musicien violoncelliste à l'Opéra de Paris. Petite maison. Petite maison, voilà, petite maison de... Voilà. De très belles choses dans cette maison, et puis un peu crossover aussi, puisque violoncelliste pour Céline Dion, voilà, beaucoup de musique de film avec Miyazaki. Miyazaki, ouais. Ça, c'est fou. Complètement fou, hein, Miyazaki. T'as fait quel film d'ailleurs de Miyazaki d'ailleurs J'ai eu la chance d'enregistrer et de faire la promotion de Arrietty, Kalegurashi no Arrietty, donc la petite fille chapardeur, la petite fille rousse sur l'affiche rousse dans Les Grandes Plantes. Sympa. Et c'était une expérience complètement folle parce qu'on a même fait la promotion sur les télévisions à Sapporo, 6h du mat, avec le petit lapin qui présentait. Le Japon, quoi. Le Japon, quoi. Ouais, mais et donc du coup dernièrement, en tout cas depuis quelques années, depuis 2016, tu t'es lancé à fond dans un projet assez fou, hein, du coup c'est de ça dont on va parler du coup ce soir. Tu es du coup le fondateur d'une application plutôt mobile. Et merci Iron Maximus pour le follow. Et donc c'est Music Crab, excuse-moi, c'est Music Crab que tu as fondé il y a maintenant 4 ans. Alors du coup ça parle de quoi un petit peu Music Crab, ça consiste en quoi, on va dire, pour présenter un peu aux gens. Alors Music Crab c'est né tout simplement d'une grosse folie puisque j'ai accepté en conservatoire le poste d'un prof de solfège. 187 élèves, jeune prof de solfège, donc il a fallu se retrousser les manches. Et en fait, j'avais 3 axes dans mes cours de solfège qui me paraissaient importants: la lecture de notes, le rythme et remettre la pulsation au centre de l'apprentissage, et l'écoute musicale. Et en fait, sur ce premier axe, la lecture de notes, c'était un gros challenge puisque l'idée c'était de laisser aucun enfant sur le bord du chemin, essayer de tous les intéresser. Et en fait, un lundi matin, pendant que je faisais les cours, mercredi matin. Pendant que je faisais les c'est cours, pas pareil du coup. Lundi matin, on est à l'école. Ouais. Mercredi matin. Ça. Figure-toi que j'ai surpris un élève avec son téléphone. Et là, j'ai pas bien ça. Bon sang, mais c'est bien sûr. Mais là, c'est bien sûr. Il faut qu'ils arrivent à apprendre de la clé de sol via leur téléphone. Et donc, je suis parti dans ce délire de prendre le contre-pied du solfège et de créer un jeu, puisque Music Crab, c'est un jeu avant tout, pour apprendre à lire la musique. Donc voilà, la clé de sol. On a fait une application mobile au bout d'1 an. Dans laquelle tu as 9 claviers, donc 9 langues, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, D, I, F en anglais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en chinois, etc. Et on a lancé cette application mobile qui, c'est vrai, a maintenant un franc succès, mais finalement, c'était pas si étonnant. On n'attendait que ça, je pense. Tout le monde n'attendait que ça, c'est-à-dire pouvoir apprendre et s'amuser avec une clé de sol. Ouais, il y avait un marché, que quelque part, il y avait une place, en tout cas pour vous, là-dedans au début. C'est pour ça que toi, tu as vu un manque. D'autant plus que c'est un langage universel. Donc, voilà pourquoi 200 pays l'utilisent actuellement. Voilà pourquoi on est à plus de 400 000 téléchargements. C'est fou. Et voilà pourquoi on vient de rentrer à l'UNESCO comme ressource d'apprentissage à distance pour l'éducation musicale. Enfin, voilà, quoi. Donc, on va peut-être reparler des confinements aussi qui ont été un petit peu des accélérateurs. Ouais, des boosts, clairement, ouais. Voilà. Mais voilà, c'était voilà comment a commencé l'aventure et comment est-ce qu'on l'a continué.
Ouais, non mais c'est super. Enfin, moi j'étais du coup j'étais un peu sidéré par rapport aux chiffres du coup que je voyais un petit peu pour vous faire un petit récap à tous ceux qui nous écoutent. Donc comme tu l'as dit, c'est plus de 400 000 téléchargements. C'est téléchargé dans plus de 200 pays. Il y a 3200 utilisateurs par mois. Et surtout, il y a une stat, en tout cas c'est une stat, mais ça montre bien aussi l'implication des gens sur ce jeu. C'est une stat que toi qui te plaît énormément, c'est les 10 minutes de moyenne que les gens passent sur cette application. C'est-à-dire vraiment 10 minutes par utilisateur. C'est notre kiff, ça c'est mon kiff, moi, en perso. Bah ouais, c'est super. Mais voilà, je pense que n'importe quel prof de solfège rêverait que ses élèves passent 10 minutes à jouer en clé de sol. Voilà. Je veux dire, c'est là où on a réussi notre challenge. D'ailleurs, je fais la transition avec le confinement parce qu'on va sûrement en parler, mais la première remarque qu'on a eue et nos premiers fans sont les parents. Très facile à comprendre, puisqu'on sait que leurs enfants rentrant de l'école, ou bien encore plus en confinement, taxent le téléphone de maman ou papa. Et bien sûr, les parents sont beaucoup plus satisfaits quand leur enfant joue 10 minutes à Music Crab, à performer, à progresser. Progresser, surtout. À progresser en lecture de notes plutôt qu'à jouer à certains jeux. Enfin, tu vois ce que je veux dire, à couper des bananes ou à essayer de chercher les bonbons partout, quoi. C'est l'utile à l'agréable, du coup en jouant tu apprends aussi beaucoup de choses en musique, enfin du coup t'apprends le solfège, donc il y a un double effet là-dessus, c'est pour ça que peut-être que ça marche aussi, ça a tout de suite beaucoup plu aux enfants comme aux parents d'ailleurs aussi, parce que c'est... Je pense. Ouais. Et c'est vrai que dans le confinement on s'est rendu compte que les grands-parents jouaient avec leurs petits-enfants, les parents défiaient leurs enfants en clé de fa, il y a des challenges. Voilà, des challenges, tu fais des trucs de ouf, quoi. Ouais, bah d'ailleurs c'est ce que nous dit Tartiflot du coup, qui nous dit bonsoir à Eric, j'ai installé Music Crab aujourd'hui même et nous l'essayons rapidement avec les enfants. Donc tu vois vraiment bientôt. Bonne musique et surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le store. J'ai oublié de dire, mais bon, voilà où on en est. 400 000 téléchargements dans 200 pays, mais l'application est devenue entièrement gratuite depuis le mois de mars, depuis le premier confinement, puisqu'on a joué le jeu. Notre rêve, on va dire, c'est que tous les enfants du monde défient leurs parents en clé de sol sur un jeu gratuit, que ça soit un petit Indien ou quelqu'un en Alaska ou un petit Brésilien. Voilà, c'est un langage universel, donc c'est le même pour tous. Bah ouais, du coup, on voit actuellement du coup à l'écran, je vous montre un petit peu à quoi ça peut ressembler un petit peu l'application. Du coup, tu m'avais envoyé une petite vidéo pour le Crab Run. Alors du coup, c'est quoi ce petit Crab Run? Dis-moi tout là. Alors le Crab Run, le Crab Run en fait, c'est un mode qu'on a imaginé. En fait, c'est un mode battle puisque c'est un peu précurseur de notre deuxième application. Je t'en parlerai peut-être après. Mais si tu veux, l'idée, c'est venu en fait de la fête de la musique il y a 6 ans à l'Apple Store Opera, où on a eu la folie dans l'arrière-boutique, on va dire, sur une grande table rectangulaire, d'organiser une battle en Music Crab. Les parents n'y croyaient pas. Derrière, il y a une photo d'ailleurs où les parents sont là à immortaliser l'instant. Mais oui, les enfants ont fait une compète en clé de sol dans l'Apple Store Opera. Et là, on s'est dit, yes. Et le mode battle, c'est pour nous. Donc, on a créé ce mode run qui est entre le niveau 5 et niveau 6 dans l'appli. Donc, tout simplement, en fait, tu peux défier tes amis, quoi. Ouais. Oui, là, en l'occurrence, tu as un score. Tu sors avec un score. Il y a 2 paramètres. En fonction de 2 paramètres, le nombre d'erreurs que tu fais et la vitesse à laquelle tu réponds, sinon ça serait trop facile. Bah, bien sûr. Un petit challenge. Le record, d'ailleurs, pour les auditeurs. Ah, le record 797 points, et franchement, bonne chance. Ok, bah écoute, c'est quoi, un jour, je vais essayer de le taper, le record. Allez. Alors, le challenge est pris. Tu peux essayer de battre le record avec un clavier japonais. Je suis très à l'aise en japonais. En clé du 2, bien sûr. On est le seul jeu au monde à proposer les 7 clés, donc... Ouais, les 7 clés, j'ai vu ça, c'est super d'ailleurs, ça. Enfin, trop bien. Bah écoute, je vais essayer de le taper, ce record. Je vais essayer de voir ça en live, un de ces 4, si on peut le taper.
Le défi est lancé, en tout cas, j'irai tester tout ça, et en tout cas, ceux qui sont présents, n'hésitez surtout pas à aller du coup télécharger et aller voir un petit peu l'application, voir si elle vous plaît, voir un petit peu comment ça se passe, et surtout, n'hésitez pas à nous faire des retours bien sûr, sur les différents sites d'application. Donc du coup, il y a Apple Music, il y a Apple Store, je veux dire, Apple et Google, forcément, Google Play, donc n'hésitez surtout pas, on mettra les liens juste après. En tout cas, il n'y a pas de souci. Donc ouais, l'application a été lancée finalement il y a 4 ans. Mais clairement, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure à demi-mot, mais on peut revenir un peu dessus. C'est vrai que le confinement, et on va parler un petit peu des nouveaux outils qui ont émergé pendant ce confinement. Vous avez clairement, alors malheureusement par la situation, mais vous avez malheureusement aussi pris votre envol parce que les gens étaient aussi confinés chez eux et que du coup ils pouvaient jouer et télécharger l'application. Il y a eu un vrai boom du coup pendant le confinement, tu l'avais noté. Ouais, c'est clair. Ouais. Il faut dire quand même la vérité, c'est qu'on était déjà téléchargé dans 200 pays avant le Oui. confinement. Ça marchait déjà. C'est pas. Voilà. Le premier pays étant les États-Unis, et on sait comment ils sont exigeants, etc. Donc voilà. Non, le confinement, en fait, ce qui s'est passé, mais on s'y attendait, c'est que c'est vrai qu'on avait une longueur d'avance avec le numérique, le numérique éducatif. Et moi, je vais quand même 2-3 fois par an en Californie. Ma cofondatrice est à San Francisco en Californie là-bas, et c'est vrai que le numérique éducatif, franchement, ils nous mettent une claque, quoi, je veux dire. Ouais. C'est-à-dire voilà. Donc, et c'est vrai que pendant le confinement, on a vu à quel point déjà c'est souvent de l'accès gratuit, faut le dire. Et ensuite, c'est un moyen extraordinaire. Quand on reprend l'exemple de Music Crab, plutôt que de jouer à certains jeux un petit peu bébêtes, en 10 minutes ou un quart d'heure sur une tablette ou sur un téléphone, on apprend en s'amusant à lire une partition, quoi. Je veux dire, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire, c'est un moyen extraordinaire. Donc oui, le numérique, il faut y aller, mais à 3000%. Bien sûr. Nous, Music Crab, c'est un outil complémentaire. Au début, on m'a dit oui, mais ça va enlever des profs de solfège, etc. Bon, je veux dire, les profs qui crient tout de suite, ça c'est bon. Le n'est pas là. Et les profs les plus récalcitrants, je vais te dire, Colin, en fait, ils l'ont tous adopté. Parce que quel prof ne c'est complémentaire. D'une semaine à l'autre, ou bien dans un trajet, j'aurais peut-être une petite anecdote après à te raconter, mais en TGV, quel prof de solfège ne serait pas content que son élève joue 5 minutes ou 10 minutes tous les soirs sur le téléphone de maman? C'est ça, en fait, quitte à passer du temps sur téléphone, toi tu t'es dit, c'est clair, autant... C'est un outil maîtrisé, bien sûr, qui est fantastique. Donc il faut y aller à 3000%, il ne faut pas se poser la question. Sinon, on va être très en retard sur... plein d'autres. Et puis voilà, encore une fois, c'est des outils fantastiques à distance. C'est des outils, on s'est rendu compte que Music Crab est une appli éducative familiale. C'est d'ailleurs l'objet de la deuxième appli, c'est aussi ça, c'est de faire une appli où tu pourras jouer sur un écran de télé divisé, partagé. Toujours sous forme de jeu. Ouais. Alors voilà, on va aller de plus en plus vers le gaming. En effet, ça sera plutôt un jeu vidéo, a priori, où tu pourras, un petit peu comme Mario Kart, l'écran partagé, si tu veux, tu vas pouvoir déchiffrer la partition de ta star favorite. Voilà. Je peux pas en dire beaucoup plus, mais voilà. À peu près, tu estimes ça à peu près, pour donner un ordre d'idée aux gens, sous combien de temps à peu près? Enfin, t'imagines ça l'application? Printemps 2021, ça va. Printemps 2021. Ok. Donc ouais, génial. En tout cas, y en a qui sont chauds dans le chat là. C'est hyper alléchant. Tremble Guitar Hero. Let's go. Oui, en fait, oui, c'est un peu le Let's Dance du déchiffrage de la partition. C'est Let's Score quoi, du coup. Voilà, Let's Score, exactement. Let's Score. Tiens, allez hop, je suis embauché, c'est bon. Voilà. On s'appelle la musique Rap Star, a priori, et on veut vraiment faire du numérique éducatif et gaming, parce qu'on s'est rendu compte aussi, et les gamers de Twitch le savent, que la meilleure façon d'apprendre, c'est par le jeu. Ouais. En tout cas, c'est une façon hyper facile en tout cas de plaire à l'enfant, enfin de plaire en tout cas à l'enfant. Alors ça peut être des enfants, mais comme l'enfant qui peut être en nous aussi à 25, 30 ans, etc. Enfin, il n'y a pas de souci. Il y en a qui apprennent beaucoup plus facilement comme ça. Moi, j'en fais partie.
Exactement. C'est une évidence que apprendre en s'amusant, ça passe beaucoup mieux. Mais oui, c'est ça. Mais en tout cas, ça a l'air de plaire à Tartiflette, visiblement, cette petite musique, cette petite application Music Crab. Il dit le projet est superbe, l'application semble intuitive et graphiquement vraiment sympa. Il ne nous reste plus qu'à essayer et je gage que l'amusement sera au rendez-vous. Donc vraiment là, il est très très hypé, notre cher Tartiflette. En tout cas, ouais, effectivement, du coup, tu parlais aussi du numérique. Venons-en un petit peu au sujet du coup qui nous anime tous, parce que le numérique, c'est clairement l'enjeu, encore plus l'enjeu depuis ces derniers mois, parce que déjà que ça prenait une ampleur hallucinante, on va dire, avec tous les réseaux sociaux, toutes les plateformes de streaming, etc. D'autant plus parce qu'il y a 2 confinements, en tout cas en France. Alors justement, je vais faire un petit point et puis on pourra enchaîner là-dessus. Je te propose du coup de voir un petit peu d'où on part, un petit peu en numérique, et aussi pour présenter un peu aux gens la situation dans laquelle on était depuis quelques mois, depuis quelques années. Le public classique, en tout cas, le public qui va consommer du classique, ou qui va consommer de la musique sous beaucoup de formes, il a un peu du mal à suivre la tendance, en tout cas en France. Clairement, il y a plusieurs chiffres pour ça. Par exemple, en 2018, pour vous montrer, le chiffre d'affaires du marché de la musique, il se chiffre à 735 millions d'euros. Alors que les ventes de CD et de DVD ont baissé de 15%, le streaming, pour le coup, lui, a augmenté de 26%, et c'était il y a déjà 2 ans. Donc j'imagine, j'ai pas les chiffres depuis cette année, enfin depuis le confinement. A priori, je mettrais bien un petit 50%, mais je mets ma petite pièce. Et du coup, pour aller dans ce sens, du coup, de la part des utilisateurs de plateformes de streaming ou d'applis mobiles, par exemple, en France, on comptait en tout cas en 2018 plus de 5 millions de comptes d'utilisateurs. En France, pour ce qui est de Spotify, Deezer, Apple, YouTube, Twitch, etc. C'est assez énorme. Par contre, pour le classique, le classique a eu vraiment du mal à suivre un petit peu le courant, parce que du coup, pour plusieurs raisons, le public, forcément, est un peu plus âgé que les autres musiques. Naturellement, la musique pop ou la musique hip-hop, etc. Forcément, des musiques un peu plus, entre guillemets, mainstream. Et la plupart des utilisateurs de Spotify ont moins de 25 ans. En tout cas, on est en France, a priori, 0,6% à écouter du classique sur Spotify, par exemple. C'est absolument ridicule. Moi, je fais partie de ces gens-là, mais c'est ridicule, quoi. On est vraiment... on est 60 pélos, quoi. C'est ridicule, quoi. Donc, on va dire que le public et la façon, en tout cas, la situation, en tout cas en France, est assez... assez préoccupante, je pense. En tout cas, il y avait un besoin, en tout cas clair, de bouger un petit peu ce milieu-là, le milieu de la musique en France. Et là, ça passe bien évidemment par une exploitation de tout ce qui va être numérique, du coup, applications, jeux, plateformes, etc. Donc voilà. On est absolument d'accord. Le besoin est évident, en fait. C'est évident. Il faut utiliser, il faut plus être frileux, il faut utiliser tous les outils numériques, que ça soit streaming, plateforme, app, tout ce qu'on a actuellement, qu'on utilise pour d'autres choses, mais à des fins de musique classique, d'éducation musicale, enfin voilà, je veux dire, on a tous les moyens, quoi. Surtout en France. On a tout. Des connexions fantastiques, on est équipé, on a des tablettes. Je pense que là, il n'y a plus de questions à se poser, quoi. C'est pas une question de moyens. En effet, c'est un révélateur, mais là, il faut y aller, quoi. Ouais, c'est le moment. Je pense que là, en tout cas, surtout que, comme tu disais un petit peu aussi tout à l'heure, on est clairement, ça après c'est peut-être typiquement français, mais on est clairement un peu en retard déjà par rapport aux autres pays qui sont clairement dans la mouvance numérique depuis quelques temps déjà. Tu constatais toi-même aux États-Unis, du coup, que le marché il est. Oui, tout à fait. Alors, avec Music Crab, il y a 2 sujets en fait. Le premier sujet, c'est le music education, donc c'est l'éducation musicale. On commence à comprendre en France, en Europe, il y a la Scandinavie, il y a l'Allemagne, il y a l'Italie, il y a des pays qui sont. Mais on commence à comprendre l'importance de la musique dans la structuration de l'enfant. Hein, d'accord ? Donc, en quoi est-ce que l'apprentissage de la musique va permettre d'être plus créatif, plus concentré, plus imaginatif. Enfin, voilà, je te passe, la liste est longue. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est avec quels moyens, on vient de le dire, c'est le numérique. Oui. Le numérique, voilà. Donc voilà, il faut y aller. Il y a plein de super projets, de gens hyper créatifs, de gens hyper talentueux.
J'en connais certains d'ailleurs qui sont déjà partis de France, hein, parce que voilà, donc nous on y est encore. Ah. Mais je veux dire, il faut y aller, il faut nous ouvrir des portes, il faut être convaincu que le numérique éducatif est l'avenir. En tout cas, ouais, clairement. Et en tout cas, comme on disait un petit peu aussi tout à l'heure, ça doit pas remplacer quoi que ce soit. Ça doit au contraire être des outils en plus en fait qu'on doit avoir à notre disposition. C'est un faux sujet, Colin. On sait tous que le prof est super important quand on fait de la musique. Le contact, on ne peut pas faire 100% de cours en distanciel, c'est pas possible. Non. Par contre, il y a des outils de relais, des outils complémentaires. Par exemple, la petite anecdote que je voulais te raconter tout à l'heure. Je fais un Paris-Bordeaux, il y a maintenant, ça passe, mais il y a maintenant 8-9 mois, un Paris-Bordeaux en TGV. Je me retrouve à côté j'étais dans un carré, un deuxième carré à côté de moi, une maman avec sa petite fille. Ouais. Et ben, la petite fille jouait à Music Club. Bon. Donc je me suis tu, j'ai rigolé. Et je fais un peu l'idiot, je dis c'est pas mal, ça a l'air pas mal, qu'est-ce que c'est? Si vous saviez. Au moins on a 15 minutes où elle joue pas à des jeux débiles à envoyer un oiseau, je sais pas où. C'est un régal. Enfin, bref, voilà. Donc voilà, c'est un exemple. Il faut y aller, quoi. Ouais, c'est le moment. En tout cas, clairement, ça fait un petit moment qu'il faut y aller. Et là, je pense que c'est ce que tu as dit aussi, c'est très juste, c'est que le confinement nous a finalement révélé qu'on avait des vrais besoins et aussi des vrais manques, en fait, finalement. Donc finalement, ça a été juste un révélateur accéléré. Finalement, on se serait rendu compte dans quelques années, mais finalement, le confinement a fait que ces choses-là devaient être ça devait être primordial du coup de s'y intéresser et d'investir tout de suite là-dedans, quoi. Ça, on est d'accord. En tout cas, je vais prendre un peu des petits messages. Du coup, sachant que dans ce compte de 0,6%, on compte aussi ceux qui écoutent la BO de Gladiator ou du Titanic, par exemple. Donc oui, la musique dite classique, bien sûr, sur Spotify, elle est pas non plus... ça va évidemment s'ouvrir un petit peu aux autres, mais c'est normal parce que bien sûr, faut un petit peu... voilà, c'est la part du gâteau est en réalité encore plus petite. Donc finalement, on est encore moins nombreux à consommer que du classique, mais bon, on s'y habitue. Ou pas, il faut d'ailleurs pas trop s'y habituer. Ça serait con. Et pourtant, on trouve quasiment tout en classique sur Spotify. Alors voilà, en fait, le truc, ce qu'on disait, c'est que les ressources sont là. Tous les outils sont là, à disposition. On a pas mal de plateformes de streaming et d'écoute, etc. Hors Spotify, Deezer, qui sont vraiment des mastodontes. On a, par exemple, Qobuz, du coup, qui est une plateforme de téléchargement, forcément légale, et en très très haute définition de musique. On a aussi pour les concerts et pour tout ce qui va être opéra en super qualité avec sous-titres, etc. Medici TV qui est un super média là-dessus. Carrément. Si vous voulez vous régaler en streaming, en tout cas, bien sûr que c'est une plateforme qui compte, en tout cas en France, pour parler juste de celle française. On a aussi, par exemple, je voulais aussi te parler un petit peu de ça, qu'on réagisse un peu là-dessus. Mais on a une nouvelle application qui vient de sortir, ou en tout cas une application on va dire endroit de ressources numériques. C'est la base de données Clara. Demandez à Clara qui du coup recense un catalogue de compositrices et d'œuvres de la part de compositrices de musique classique, et c'est absolument énorme. Pour le coup, le succès, je m'y attendais vraiment, enfin, je sais pas que je m'y attendais pas, mais en gros, j'étais assez surpris de ça. Plus de 60% des utilisateurs de cette plateforme ont moins de 34 ans, donc vraiment public très jeune finalement. Donc il y a un public, il y a tellement un public. Moi-même qui fais des vidéos depuis des années sur YouTube, etc. Je sais, je vois bien, il y a un public pour ça. Il y a des gens, il y a des jeunes qui consomment beaucoup de classiques, mais d'une autre façon que d'habitude, enfin, qu'on a eu l'occasion d'avoir par le passé, c'est-à-dire hors télévision et radio, qui étaient principalement des médias anciens, en tout cas d'une voilà. C'est là où tu vois, je fais un parallèle avec mon expérience. L'anecdote avec l'élève qui jouait sur son téléphone. J'ai utilisé leurs outils pour faire passer le message, faire passer la pilule. Entre guillemets. Voilà. Là, il faut absolument comprendre que n'importe quel artiste, n'importe quel agent artistique, n'importe quel orchestre qui n'est pas maintenant sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qui met pas le Facebook Live, je veux dire, il touchera pas du tout ce genre de public, quoi. Donc il faut utiliser les outils que tout le monde utilise, quoi. Il faut surtout entre guillemets aller chercher
les utilisateurs, enfin du coup, eux, en fait, tu peux pas leur enlever ça, même moi, même tout le monde. Aujourd'hui, en 2020 et depuis des années maintenant, on consomme sur nos smartphones et nos ordi, on consomme à balle de réseaux sociaux et de plateformes, du coup, que ce soit YouTube, Twitch, Amazon, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. On est là, en fait. On est déjà là-dessus. Donc finalement, c'est pour ça que c'est, je trouve, une bonne idée. Et c'est prendre le problème dans le bon sens. C'est que du coup, faut pas... déporter des publics ailleurs, enfin transporter des publics ailleurs. Au contraire, faut aller les chercher là où ils sont déjà, parce que c'est quelque chose qu'ils font déjà, tout simplement. C'est une habitude maintenant. Le portable, je veux dire, voilà, c'est pas nouveau, donc tout le monde est dessus. Faut aller chercher là-dessus, et je pense que c'était ça. Quand tu as parlé de 0,6, il faut être optimiste quand même. 0,6, ça veut dire qu'on a, si mes calculs sont bons, 99,4% de marge et de potentiel pour la musique classique. Bah oui, voilà, c'est ça. Donc, go. Mais faut y aller, c'est clair. Faut absolument y aller. Et en tout cas, du coup, pour parler forcément de ce que toi tu mets en place du coup avec Music Rap, du coup c'est un petit peu de c'est pas forcément de révolutionner, en tout cas c'est plutôt de voir ce que les jeunes font déjà et ce que les gens font déjà, tout simplement, mais de les emmener encore plus là-dedans pour apprendre de la musique. Du coup c'est un outil pédagogique que toi t'as mis en place, clairement. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut bien comprendre avec Music Rap, c'est que c'est un jeu, mais d'abord une pédagogie, quoi. On nous a souvent dit, mais il y a Guitar Hero, il y a Piano Tiles, il y a pour jouer de la musique, faire semblant de savoir jouer, très bien, tu fais mumuse. Oui. Mais par contre, à quoi ça sert de savoir lire une partition ? Ça sert à mieux interpréter un morceau quand tu es musicien. Ça sert à déchiffrer ces hiéroglyphes, n'est-ce pas ? Ça sert donc à composer de la musique, puisque un de nos rêves, par exemple, c'est que les enfants hospitalisés puissent tous jouer à Music Rap sur leur lit d'hôpital, qui restent 3 jours, 15 jours ou 1 mois hospitalisés, et qu'en sortant, ils soient capables de savoir lire une partition, de pouvoir composer une mélodie simple qui pourra être déchiffrée et jouée par n'importe quel autre enfant à l'autre bout du monde, pourvu qu'il sache déchiffrer ce hiéroglyphe. Donc je veux dire, c'est quand même dingue, ce langage de communication. Et de connexion entre les gens. Voilà, c'est de la communication plus, si tu veux. Bah voilà. Donc voilà, ça c'est un petit peu, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce à quoi on croit, et c'est pour ça que on cartonne et qu'on va encore cartonner, parce que là, par exemple, aujourd'hui, j'ai lancé une petite campagne publicitaire en Inde, et les retours sont juste extraordinaires, quoi, parce que l'Inde, c'est 1 milliard, ils vont passer devant la Chine d'ici pas longtemps. Ouais, c'est quasiment 1,8 milliard là, je sais plus, enfin c'est fou. Voilà, exactement. Et voilà, c'est dingue de se dire que n'importe quel enfant sur la planète lit le même langage, quoi. Bah ouais, parce que c'est le langage universel, donc forcément, c'est ça qui va nous connecter tous, justement. Malgré ces temps un peu compliqués comme ça, je pense qu'on a peut-être encore plus besoin de ça. Ce que je veux rajouter, c'est que, outre le côté langage universel, international, etc., ce qui est motivant pour nous, qui a été vraiment moteur, c'est qu'on veut vraiment donner accès à la musique à tous. C'est-à-dire, la clé de sol, c'est pas seulement du solfège poussiéreux pour l'élite. Non. C'est un petit peu comme la chronique de Tom, vulgarisé, nous on dit démocratisé, c'est-à-dire une fois que tu connais Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, tu es sur le Ré, une note au-dessus, tu tombes sur le Mi, et c'est terminé. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça, on a voulu montrer dans cette appli. Et en avant, quoi. Là, on est capable de lire les 7 clés dans 9 claviers, quoi. Ouais, et puis en plus, du coup, il y a ce truc aussi à tout le monde, c'est-à-dire autant aux néophytes total, donc ceux qui ne connaissent absolument pas, qui veulent apprendre, comme ceux qui sont confirmés, qui veulent se challenger, aller encore plus loin, jusqu'au bout, quoi. De débutant jusqu'à expert, hein, tu verras, au niveau 25, bonne chance, tu devrais avoir des palpitations avant que le crabe ne tombe. Des sueurs froides. En première... quand le crabe va toute berzingue à faire des gros intervalles de 9e, 10e, 12e, supplémentaires, etc., bonne chance, quoi. Ouais, donc, bonne chance, clairement. Il y en a pour tous les goûts. Bah ça, c'est super.
Et en tout cas, je voulais aussi un peu aborder avec toi le côté, vu qu'on est pas mal dans les nouvelles façons, en tout cas les nouveaux outils en musique, de voir un peu avec toi ce que tu penses aussi justement du numérique, mais au service, pour le coup, de la pratique pure. Donc, c'est-à-dire vraiment des applications, voire des nouveaux instruments de musique, entièrement numériques, ou en tout cas qui vont aider, enfin qui vont compléter finalement une pratique entre guillemets normale et acoustique, etc. Mais du coup de voir par exemple, je te lance un petit peu là-dessus, mais Nomad Play forcément, une application en plus française qui permet, en tout cas je pense que certains d'entre vous dans le chat connaissent, du coup de pouvoir jouer à la place des musiciens, de pouvoir jouer un concerto par exemple pour violon de Tchaïkovski, se faire accompagner, voilà. Et de se faire accompagner par l'orchestre, parce que du coup ils ont un algorithme qui est très très bien, c'est qu'ils vont isoler les parties solo et les retirer. Donc vraiment ils laissent en tout cas aux interprètes la possibilité de faire ça. Et je sais que c'était Renaud Capuçon, donc c'est leur ambassadeur. D'ailleurs, petit coucou à ton ambassadeur aussi, parce que c'est Gauthier Capuçon, l'ambassadeur quand même assez prestigieux du coup. Fier. Mais oui, en fait, c'est deux filles. On est ensemble au conservatoire avec Gauthier en violoncelle, et en fait, ces deux filles sont fans de musique crabe, donc voilà. C'est avec beaucoup de spontanéité et de générosité qu'il est devenu ambassadeur international de l'appli. Voilà, on est très très heureux de cette nouvelle-là. Ouais, c'est super. Donc du coup, chaque capuçon entre guillemets représente une application, en tout cas numérique. Ça c'est quand même sympa. Parce que du coup, il y en a un c'est pour jouer, l'autre c'est pour apprendre. Donc les deux, forcément, les deux se complètent très bien. Mais ouais, qu'est-ce que tu penses du coup de tout ça, un petit peu des nouveaux outils pour, c'est pas pour forcément remplacer la musique, mais quand même pour compléter dans ces temps de crise. Voilà. Oui, non, je vois tout de suite certains qui vont nous envoyer dans des impasses, mais c'est pas du tout pour remplacer le professeur ou pour remplacer l'orchestre. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a tous eu des professeurs et des maîtres qui nous ont marqués, donc le but n'est pas là. Mais par contre, qui a l'avantage extraordinaire de pouvoir jouer dans sa chambre et d'être accompagné par l'orchestre de Berlin. C'est magnifique. C'est un rêve. On en rêve tous, voilà. Bah ouais. Donc non, chapeau. Donc chapeau, musique rap c'est pareil, ou d'autres applis, pouvoir, je veux dire, dans n'importe quel coin du monde, en banlieue, sur une île déserte, n'importe où, pouvoir s'entraîner en clé de sol et déchiffrer une partition qu'on aurait trouvée dans une bouteille à la mer. C'est ça. Non, mais je veux dire, voilà, c'est aussi simple que ça. Les atouts du numérique sont plus à démontrer. Voilà, c'est des sources en plus d'émulation, de motivation, et aussi ça peut susciter des... Tiens, Colin, si tu as envie de faire une appli, tu peux. Hein. Oh ouais. Ça peut susciter des vocations, des recherches dans les professeurs, par exemple, de musique et de solfège. Je sais qu'il y en a un ou deux qui se sont lancés après avoir essayé Musique Crabe, et se sont lancés dans la construction d'une application. Voilà, je veux dire, c'est vertueux. Pour moi, c'est très vertueux. Bah ouais, c'est super. En tout cas, ça, bien sûr qu'on est tous là aujourd'hui à vivre du spectacle vivant quand même, et vivre pour le spectacle vivant. Donc bien sûr qu'en ce moment, je pense qu'on est tous attristés par le fait que quasiment plus personne ne puisse performer, ne puisse donner des concerts ou des festivals, etc. Donc bien sûr que ces outils-là, je pense qu'on a une chance énorme en fait aujourd'hui en 2020 d'avoir ces outils-là. Clairement, on aurait eu un confinement en 1995. Voilà, c'est pas pour dire qu'aujourd'hui c'est mieux qu'avant c'est moins bien, c'est pas du tout ça, mais aujourd'hui on a ça en fait. C'est un don qu'on a, voilà. On a ça en plus. Ce qui est mieux aujourd'hui, c'est que tout le monde est équipé, il faut le dire. Ouais. Si on parle de la France par exemple, je sais pas exactement le taux, mais tout le monde a un téléphone ou un iPad, je veux dire. Ouais. Une tablette Samsung ou n'importe quoi, voilà. Donc la vérité c'est ça, et c'est aussi dans ce sens-là qu'on a créé Musique Crabe, et que les applications, à mon avis, c'est mon avis personnel, ont encore un temps d'avance, un coup d'avance par rapport au site internet ou aux plateformes numériques. C'est que tu as ça dans ta poche et tu peux t'entraîner en clé de sol partout, tout le temps. Ouais. Voilà. Il n'y a plus de limite en fait, quoi. Maison, aux toilettes, enfin bref. Ah bah ouais, on utilise tous notre téléphone aux toilettes, hein, ne nous mentez pas, hein, attention. Voilà, et ben une petite clé jute première aux toilettes. Allez.
tu vas faire des progrès. Ah bah c'est clair, non mais c'est là où on voit qu'en fait on a quasi plus de limites, en tout cas de moins en moins clairement, parce qu'on peut faire justement comme tu dis tout ça partout tout le temps. Donc enfin là c'est pour un musicien c'est juste génial, pour un passionné c'est magnifique du coup de pouvoir assouvir ses passions comme ça non-stop quoi, quasiment non-stop. Exact. Donc ça c'est génial. Ah bah je pense avoir tout compris. Mais en tout cas voilà, je pense que Nomad Play une superbe application, il y a aussi un truc dont forcément on parlait aussi des outils qu'on a en notre possession. Bien sûr, on est en France, on est dans un pays assez développé, etc. On a en tout cas, la plupart des musiciens maintenant commencent aussi. Alors, je sais qu'il y a une ancienne école, on va dire, qui tarde un petit peu à prendre ce virage-là. Mais je pense forcément à ça parce qu'on a constaté ça nous deux pendant un concert cet été. La plupart des musiciens maintenant sont dotés de tablettes, clairement en concert aussi. Ce qui est quand même un avantage quand même assez colossal hein, comparé aux partitions ou à la masse de partitions que tu peux avoir sur toi. Alors bien sûr c'est comme un bouquin numérique qui ne remplacera jamais un bouquin physique bien sûr, mais en l'occurrence pour des musiciens c'est génial. Tu as des milliards de partitions sur toi et ça tient dans une tablette quoi. C'est génial. C'est fantastique. Et il y a surtout un gros avantage, on l'a tous vécu, c'est que même si tu as une bourrasque force 10, tu peux continuer ta sonate ou ton concerto sans problème. Bah ouais, on était du coup cet été c'était au violon sur le sable. Voilà, forcément quand il y a un bon coup de vent, bah t'es content d'avoir une petite tablette. Hein. c'est quand même sympa. Moi je l'ai utilisé pour les 12 Bercy de Céline Dion. Franchement, avec la pédale au pied pour tourner. Pédale Bluetooth, ouais, tout ça aussi. Enfin, ouais. Synchronise tout en un clic, les coups d'archer. Enfin, je veux dire, c'est juste. C'est de la bombe atomique. Ouais. Toi qui es musicien, justement. Je comprends pas pourquoi tout le monde s'y met pas. Voilà. Bah voilà. Non, mais il n'y a pas de raison, en fait, de pas s'y mettre. Enfin, mais bon, c'est comme ça. Mais toi qui es musicien aussi, Il faut vivre avec son temps. Hein. Je parle. Il y a peut-être un ou deux. Ça va faire grincer des dents un ou deux auditeurs ce soir, mais Mozart, il a composé avec sa plume, il n'avait pas un silex, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut vivre avec son temps. Le temps du numérique est venu et offre des milliards de possibilités. Donc, je crois qu'il faut y aller là. Ouais, clairement, et ça ne demande en fait que juste à accepter qu'on est dans une ère numérique depuis quelques années et de s'y mettre à fond. Enfin, ça demande que ça, parce que tous les outils sont là, tous les gens qui veulent ça aussi sont là, enfin, tous les développeurs, tous ceux qui font du web design, tout ça, machin, tout le monde est là. Enfin, je veux dire, il y a tous les métiers sont là, tous les outils sont là. Il y a plus qu'à y aller, et même pour des musiciens, je pense que c'est génial aussi de pouvoir se dire que, voilà, je sais pas, avec une tablette, tu fais ce que tu veux, t'as pas de problème pour aucun concert, enfin. Moi, je vois pas le problème, mais bon, après, il y en a qui ont du mal à accepter ça va venir. Et je pense qu'il vaut mieux s'y plonger dedans pour l'appréhender plutôt que d'en être après esclave et je veux dire, subir un peu la vague numérique qui, de toute façon, qu'on le veuille ou non, va arriver. Hein. Elle va arriver soit par la Chine, soit par l'Inde, soit voilà, la vague numérique, on va se la prendre de plein fouet. Voilà. Donc, il y a tellement de talents français qu'il faut comprendre que utiliser, maîtriser et à bon escient, c'est un outil fantastique. Ouais, clairement. Et ce que nous disait Tartiflette, du coup, les musiciens de demain sont les enfants d'aujourd'hui, donc ils grandissent avec le numérique. Donc on va avoir, en fait, ça c'est super intéressant ce qu'il dit, parce que on va avoir finalement une nouvelle génération là, même on commence à la voir là, les interprètes, nous on voit dans le classique, l'interprète de 20 ans, 25 ans, etc. Ils sont déjà extrêmement portés réseaux sociaux, extrêmement portés numériques, justement, avec beaucoup de tablettes, beaucoup de Facebook Live, Insta Live, etc. Machin. Enfin, ils ont déjà tout ça en main. Ils ont grandi déjà un peu avec ça, même s'ils étaient un peu sur le tard. Mais là, clairement, oui, comme disait Tartiflette, la génération de demain va être full numérique à 100%. Donc ça va être génial, hein, en vrai. Tant mieux. Bah ouais, hein. On attend que ça. On attend que ça, et du coup voilà, pour clore un petit peu, forcément par rapport aux nouveaux outils que moi en tout cas j'ai un petit peu recensé. Je sais pas si d'ailleurs je vais peut-être te faire découvrir quelques petits trucs, je sais pas, justement tu vas me dire un petit peu si toi tu connais aussi des nouveaux instruments, en tout cas numériques, que j'ai carrément découvert récemment. Le premier que je vais vous faire découvrir,
C'est marqué du coup sur l'écran, c'est le Silphio. Je sais pas si tu connais toi Eric, le Silphio. Je ne connais pas. Moi j'ai découvert ça justement un peu en préparant l'émission. Je me suis dit tiens je vais regarder un petit peu ce qui se fait en matière justement d'instruments purement numériques. Du coup le Silphio, voilà ce que c'est un petit peu, on va dire au niveau de la forme. C'est une cigarette électronique. En tout cas, ça a vraiment la tronche d'une cigarette électronique. En vrai c'est une flûte, enfin en tout cas c'est pensé comme une flûte ou une clarinette on va dire quoi. Et vraiment, bah, selon la pression que tu mets et selon forcément les sons qui vont être incorporés dedans, ça va reproduire des sons, bah, tous les sons que tu veux en fait. Donc clairement, tu as un instrument qui ressemble à un instrument acoustique, mais qui va faire plein de sons électroniques. Et c'est absolument génial. Pour les compositeurs de musique de film, c'est énorme ça. Bah voilà, et je trouve que c'est absolument génial parce que du coup, t'as cette sensation aussi de jouer un instrument acoustique, enfin un instrument organique, on va dire. Et ça c'est quand même, je trouve c'était assez sympa en vrai parce que y a pas mal d'instruments numériques qui sont très qui font très futur un peu quoi, avec plein de boutons partout machin. Et je trouve que c'est sympa de revenir à une pratique aussi on va dire entre guillemets normale et organique quoi. Et ça j'ai découvert ça. Ouais, écoutez un peu le son que ça peut faire. Voilà. Tu peux vraiment varier du tout au tout, vraiment l'amplitude, l'intensité, tout ça. Enfin, c'est vraiment hyper chouette. Vraiment hyper chouette. T'as bossé combien d'heures par jour là pour sortir ce son-là. Non mais ouais c'est super. Du coup il y a plein de vidéos si vous voulez aller voir un peu ce que ça donne. Du coup c'est le Silphio. Je vous mettrai bien sûr les liens du coup sur dans le chat juste après. Mais c'est vraiment super. J'ai découvert ça du coup l'autre jour. Incroyable. Un autre instrument que je voulais vous faire découvrir. Alors là pour le coup c'est beaucoup plus on va dire instrument moderne entre guillemets. C'est du coup ça va s'appeler le Spec Drums. Est-ce que t'en as entendu parler ça Eric? Non. Ah ça j'en ai entendu parler oui. Ouais. Alors du coup c'est un truc assez cool. C'est qu'en fait on va se mettre une petite bague au doigt, une petite bague une bague Bluetooth. Et du coup, on va avoir un pad. Ouais, et on va avoir un pad. Et du coup, en fait, selon les sons que tu as mis sur ton téléphone ou ordi, etc., tu vas pouvoir en fait activer des sons différents sur le pad. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très, très, très stylé. Je vous le fais. Là, il y a une cover d'Ariana Grande, hein, comme quoi on peut faire de tout avec ça. On peut faire de tout. Et en plus, c'est portatif. Ah ouais, et en fait, du coup, ça se replie enfin, le pad se déplie, se replie, tout ça, c'est vraiment sympa. Et la bague, bah voilà, hyper pratique forcément à déplacer. Bon, faut pas la perdre, remarque. C'est ça le risque. Mais c'est vraiment trop bien, et du coup, tu peux mettre des milliers de sons différents. Enfin, du coup, avec une seule personne, voilà, avec le pad, tu peux mettre plein de sons différents. Et c'est génial. Voilà, j'ai découvert ça aussi l'autre jour, incroyable. Voilà, donc je vous encourage à aller voir un petit peu le Spec Drums, instrument incroyable. Et du coup un autre instrument, le dernier que je voulais te montrer, alors ça c'est un instrument dont j'ai parlé un petit peu en vidéo, c'est le Dualo. Est-ce que t'en as entendu parler je pense? Ouais. Ouais, parce que c'est un instrument, alors il me semble que c'est français, en tout cas il y a une grosse basse en France. Du coup, c'est un instrument, bah voilà, vous voyez, c'est un peu comme un accordéon. Du coup, on va avoir deux rangées de touches sur chaque côté. Et vraiment, bah alors là, pour le coup, tu peux faire des milliards de sons. Ah ouais, tu peux faire des milliards de sons. Il y a plein de covers du coup qui existent de plein de morceaux. Moi, j'avais repris une vidéo d'un mec qui faisait une cover de Daft Punk. Donc vraiment là, tu peux t'éclater à reprendre Daft Punk tout seul, à mixer plein de sons. Et au milieu, il y a une sorte de, c'est pas forcément thérémine, mais en gros, il va y avoir une pression ça va pas être très forte la pression. Vous voyez sur le truc du milieu. Mais du coup, on peut varier l'intensité, on peut varier la hauteur de certaines notes pour vraiment faire un peu comme le thérémine, donc vraiment d'agir avec. Ouais, c'est génial. Donc vraiment, ça fait pad, ça fait accordéon un peu à la fois. Enfin, c'est vraiment trop bien. On va montrer ça à Félicien pour son prochain disque. Bah voilà, exactement. On lui fait un challenge qui reprenne du bal musette au Dualo. C'est parti. Parce que je sais qu'il vient du bal musette, notre cher Félicien qu'on embrasse d'ailleurs. Et magnifique sortie de son dernier album 9 du coup qu'on vous recommande chaudement. Ouais, tu l'as écouté du coup toi? Ouais. Ouais, c'est super. Hein. J'ai beaucoup aimé, ouais.
Et moi qui suis pas très très fan d'accordéon à la base, mes proches le savent, je suis très très récalcitrant sur sur l'accordéon de base. Mais petit à petit, grâce à Félicien, ça commence vraiment à me plaire de plus en plus. Donc mission accomplie, Félicien, mais continue, Félicien. Surtout continue. Yes. Yes, bah écoute, je pense qu'on a fait... attends, une petite dernière question du coup, pendant qu'on est un peu sur le numérique, notre cher Tartiflette nous demande: peut-on considérer le thérémine comme étant le ou un des premiers instruments numériques, entre guillemets, il dit. Qu'est-ce que t'en penses toi de ça? Alphanumérique? Non, je sais pas, Joker. Ouais, c'est plus électronique que numérique, ouais, je suis d'accord avec le... Peut-être, mais électronique, expérimental, numérique... Numérique, il faudrait transformer le signal, j'imagine, quand même, donc... Ouais. Peut-être l'ancêtre, oui. Ouais, le précurseur, clairement. Ouais. Un des précurseurs, mais non, je pense que effectivement, moi, de ce que j'en connais du thérémine, c'est plus électronique que numérique. Il y a quand même une vibration que tu effectues par les ondes magnétiques, donc vraiment, il y a quelque chose qui se fait plutôt électrique plus que numérique, vraiment, où là, ça va nécessiter quand même vraiment d'autres signaux, du coup. On est d'accord, je pense quand même. Mais on n'est pas non plus expert en thérémine, hein, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui... C'est un instrument de malade aussi à avoir pensé. Instrument exceptionnel. Ouais. Voilà. Instrument exceptionnel, bah écoute, du coup, nous allons pouvoir repasser ici, impeccable. Ouais, donc vraiment le numérique, pour un petit peu conclure là-dessus, mon cher Eric, du coup, le numérique, je te lance un peu là-dessus pour conclure. Le numérique, l'enjeu, c'est un peu la phrase bateau, l'enjeu des siècles qui vont arriver. Bah, je pense que sans être un visionnaire, notre prochain défi. L'idée déjà dans la société actuelle, c'est que tout le monde s'approprie le numérique. S'approprie, ça veut dire l'utilise à bon escient, et puis devienne aussi créateur lui-même, hein, puisque on sait très bien que les nouvelles générations, on en parlait tout à l'heure, vont être des as du codage, par exemple. Ils vont tous être capables, les prochains ados, de créer leur propre appli en codant. Hein. Donc, tout le monde fera une appli un jour, je pense, ouais. Voilà, je pense que ça c'est acquis. Ouais, c'est vrai. Après, je reviens un petit peu sur le numérique éducatif. Ouais. Alors pour le coup, là, il y a un gros challenge parce que pour moi, clairement, c'est l'avenir quand on pense que toutes les écoles sont équipées d'iPad, en France en tout cas. Oui. Voilà, je sais qu'un des gros challenges des profs, c'est qu'ils savent pas quoi mettre dans l'iPad, quoi. Bon, que télécharger dans l'iPad. Donc là, pour le coup, si tu veux, ça ouvre un monde complètement illimité parce que que ça soit une appli de cuisine, une appli pour lire la musique, une appli de géographie dans l'iPad à disposition des élèves, et là, tu ouvres un monde, quoi. Ouais. Un nouveau monde, ouais. Le challenge est là, à mon avis. C'est utiliser à bon escient le numérique éducatif. Et c'est effectivement ce que les profs, alors que je mets les liens du coup de l'application et des liens des instruments si vous voulez découvrir tout ça. Mais oui, clairement, je pense que l'enjeu il est là, il est aussi de pas forcément de draguer les professeurs, mais en tout cas que la pratique va tôt ou tard arriver et se répandre comme étant à la fois forcément pédagogique en réel, et aussi avec beaucoup d'applications, beaucoup d'outils comme ça. C'est l'équilibre à trouver en fait. C'est un équilibre. S'approprier l'outil. Par exemple, là, je vais présenter Musique Crabe dans un conservatoire bientôt. L'idée, c'est de faire 2 heures de présentation et formation. Et la formation, je te rassure, en 3 minutes, elle est terminée, vu que l'application... Oui, t'as compris. Pour un enfant de 5 ans. Donc, si tu veux... ça va. Ça va. Non, mais c'est pour dire, donc, des fois, on se fait des montagnes sur il faut former les profs, il faut être formé. Non, en fait, non. On se fait des montagnes pour rien, parce qu'il y a des choses, elles sont bien faites, intuitives. On a très vite fait de se l'approprier. Ouais, mais le seul truc, c'est un peu aussi comme les musiciens qui ne veulent pas trop peut-être passer aux tablettes. C'est un peu aussi de se dire que ça existe, et surtout, en fait, que va falloir compter là-dessus, parce que je pense que c'est un vrai outil en plus, et que efficace, vraiment efficace en plus. De toute façon, un prof, s'il veut avoir du succès avec ses élèves, hein,
s'il veut, comment dire, oui, et les élèves apprécient la pratique aussi, ouais. Eh bien, il faut que le prof utilise les moyens qu'utilisent les élèves. Bah voilà, c'est ça. Faut leur parler avec des mots le même langage qu'eux, voilà. Exactement. Non mais ouais, c'est pas prendre les élèves pour des débiles, au contraire. D'excellence, qualitatif. Voilà. Là-dessus, on déroge pas, mais il faut utiliser leur langage. Voilà. Ouais, et puis bien sûr, je sais pas si on l'a dit, mais on le répète au cas où, ça fait jamais de mal, mais l'application est gratuite. Et voilà. Hein, donc j'encourage tout le monde à laisser un commentaire sur les stores, à en parler, et puis rendez-vous pour la battle géante en 2035 à Singapour. Du e-sport avec Music Cram, let's go. Du e-sport en clé de sol. Ouais. E-sport clé de sol. Ah, moi je suis grave chaud. Clé de sol contre clé de fa, le duel éternel. À vos agendas. À vos agendas, donc 2035 à Singapour. On se retrouvera là-bas, Eric, y a pas de souci. Écoutez, voilà, est-ce que vous avez des petites questions, ceux qui sont dans le chat, à propos du numérique, des nouveaux outils, des applications, votre pratique de la musique, est-ce qu'elle inclut aussi beaucoup de numérique? N'hésitez pas à nous dire tout ça, que ce soit en commentaire ici ou sur les différents réseaux sociaux de Studio 440. En tout cas, vous pouvez vous procurer l'application, bien sûr, il n'y a pas de souci, les liens sont dans le chat, n'hésitez pas, il y a Apple et Google, donc n'hésitez pas, les deux liens sont ici. C'est gratuit, sans publicité. Voilà. Ça c'est... Il y a notre cher Tartiflette qui nous disait, sinon il y a le Léode, instrument français créé par un guitariste de prog suite à un accident. Alors voyons voir ça, un instrument totalement numérique. La Léode. Des auditeurs qui interagissent comme ça. Bah ouais, mais c'est super cool. Alors du coup, qu'est-ce qu'il nous dit? Mon instrument est l'accouplement improbable d'une guitare, d'un synthétiseur, d'une scie mélodique, d'une onde Martonneau et d'un bout de bois. C'est génial. Mais c'est absolument génial. On a envie d'écouter ça. Ah bah écoutez la Léode. On va peut-être s'écouter ça. Solo du coup de Claude Leonetti avec la Léode. Let's go, merci Tartiflette pour le lien, on va s'écouter ça. Je vous mets le lien juste là. Du coup, ça ressemble un petit peu à ça. C'est génial. Bah ouais. Ah, c'est extraordinaire. C'est une trouvaille. Ah ouais. Ah ouais, merci Tartiflette. Tartiflette toujours la bonne petite perle au bon moment. Magnifique. Bah écoutez donc nouvel instrument, une création, j'imagine de ce cher Lazuli. Voilà, la Léode, magnifique. Et l'histoire qui va avec est superbe. Bah écoute, j'irai lire ça. En tout cas, si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus, comme moi, n'hésitez pas à vous rendre sur ce magnifique lien. Voilà. Merci Tartiflette pour la recommandation. Merci beaucoup. Incroyable. Hop, let's go. Bah super, merci Tartiflette. Merci pour la petite trouvaille. Du coup, on va avoir, à moins que vous ayez des petites questions, etc. On va se faire un petit jeu. Si je te propose, vu que tu es très très jeu forcément avec Music Crab, Eric. Je suis joueur. Tu es joueur, je le sais. Nous sommes sur Twitch, donc il faut jouer. Je te propose un petit jeu. Alors j'ai longtemps hésité à trouver, pour être honnête, la thématique un petit peu du jeu, parce que je me suis dit, attends, on est un peu sur la musique, sur les nouvelles façons d'apprendre, de lire ou de jouer de la musique, etc. Du coup, on était sur un terrain un peu plus, un peu plus technique au niveau. Je me suis dit que ça serait peut-être un terrain un peu plus original que d'habitude, un sujet qu'on a rarement l'occasion, en tout cas, de traiter, je trouve, sur. Voilà. Après, je sais qu'il y a la chronique de Suzanne Gervais sur France Musique régulièrement qui parle de musique, la musique connectée. D'ailleurs, on l'embrasse. Ouais, je l'écoute souvent et c'est vraiment super. Il y a beaucoup de petites trouvailles aussi. Mais du coup, je me suis dit, vu qu'on est un peu dans un terrain un peu original, je voulais te proposer les records de la musique classique. Les records de la musique classique. Et je te propose un petit vrai-faux. Tout simple. Je te balance une petite phrase. Tu me dis si c'est vrai ou faux. Roulement de tambour. D'ailleurs, n'hésitez pas à jouer dans le chat si vous voulez. N'hésitez pas à jouer en même temps que nous. Let's go.
première question, en tout cas première affirmation, tu me dis si elle est vraie ou fausse, Eric. On parlait forcément de ça, c'est le sujet d'actualité du moment, d'actualité du moment magnifique. Le stream de musique classique à avoir le plus de viewers est de 2,8 millions. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est-à-dire le pic de viewers sur un stream de musique classique. Est-ce que c'est 2,8 millions pour toi? C'est vrai ou faux? Non, c'est faux, c'est plus à mon avis. Tu penses que c'est plus? J'espère. C'est votre dernier mot? Non, c'est bon. Non, c'était vrai. C'était vrai. Ah, on disait faux aussi dans le chat, on disait faux, mais effectivement, le record vient d'être tapé. Le record vient d'être tapé à 2,8 millions du coup. C'est Andrea Bocelli qui a fait un live du Duomo à Milan, du coup en avril dernier, donc vraiment c'est tout neuf là, c'est tout neuf. Il a cumulé du coup sur une petite période de quelques minutes, plus de 2,8 millions de viewers en même temps sur un Facebook Live, c'est assez énorme. Top. Et le chiffre total, c'est 45 millions de vues en tout. C'est quand même un bon stream, quoi. Un bon petit stream. Donc vraiment, il y a un public, y a un public qui est là. Ah oui, ça ouvre des possibilités, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Eh ouais, c'est ça. C'est ça, en tout cas, ça aurait été plus s'il y avait eu des streams autant où Pavarotti avait ouvert les Jeux Olympiques avec Nessun Dorma, on est d'accord. Mais il n'y avait pas encore ces outils-là, forcément. Mais je pense qu'il aurait pété pas mal de records, Pavarotti, je pense. D'accord, donc effectivement c'était vrai. Deuxième affirmation, mon cher Eric, la vidéo de musique classique la plus vue sur YouTube est à 412 millions de vues. C'est vrai ou faux selon toi? Et selon le chat. 412 millions de vues pour la vidéo de musique classique la plus vue. C'est faux, ça me paraît un peu beaucoup quand même. Au moins oui. C'est effectivement faux, bien vu. Est-ce que tu me dirais un peu à peu près le chiffre que tu imagines là? Je pense que 50 ou 80 c'est déjà bien. 80 millions? Ah, c'est plus quand même, c'est plus. J'ai un peu fait péter les scores, mais en vrai c'est quand même 221 millions de vues. Ouais, la moitié. Et la vidéo en l'occurrence, c'est une vidéo vraiment atroce, puisque c'est les 4 saisons de Vivaldi. Dans une version absolument fade. Voilà, fade. Mais c'est toujours en recommandation sur YouTube, donc du coup la vidéo passe dans les recommandations de tout le monde. Donc tout le monde la regarde. Voilà, c'est une vidéo virale. Vidéo virale, mais bon, pas pour les meilleures raisons. Mais voilà, c'est ne pas mettre le lien, surtout ne pas mettre le lien pour faire gonfler les vues. Bien vu, Tony. Surtout ne pas mettre le lien. Vous boycottez cette vidéo, les gars. Vous la boycottez, les gars, les filles là. Ça veut dire qu'avec les crabes, on a encore un peu de marge, donc quand on arrivera à 200 millions. Ah, 200 millions, let's go. Road to 200 millions et la compète e-sport, let's go. On est parti. On s'arrête pas. Donc ouais, ça va, en vrai ça aurait pu être la valse de Shosta. C'est vrai que la valse de Shosta, finalement j'ai vu un peu les scores, je crois que derrière il y a le Best of Mozart qui est à 150 millions de vues. Et de mémoire il y a le Nocturne de Chopin, le fameux Nocturne numéro 2 opus 9, qui est à 150 millions aussi, enfin c'est des scores absolument dingues. Mais c'est toujours les mêmes vidéos qui passent en boucle, donc c'est un peu chiant, hein, c'est un peu chiant. Ok, donc pour la vidéo YouTube, c'est fait, je te propose de parler d'album maintenant. L'album de musique classique le plus vendu à ce jour se chiffre à 27 millions d'exemplaires vendus. Est-ce que c'est vrai ou faux pour toi? Je pense que c'est plus, c'est faux. Et c'était faux, mais c'était moins en fait. Ouais, donc t'as bon quand même, mais en fait c'est moins. Quand même pour un album de musique classique, d'ailleurs, ça me fait penser très fortement à ce que disait Jean Van Mystic juste avant, puisque c'est Pavarotti et les 3 ténors qui ont le record du coup du plus grand nombre d'albums vendus en classique. Ça se chiffre à 12 millions d'albums vendus, ce qui est déjà quand même un bel exploit. C'est le label Decca, il me semble, qui a sorti ça du coup pour l'inauguration il me semble que c'était pour l'inauguration de la Coupe du Monde de 90. C'était pas aux États-Unis? Ah, je sais plus. Je crois que c'était peut-être en Italie d'ailleurs. Dites-moi dans le chat si vous savez l'info. Mais oui, les chiffres sont monstrueux. Hein. Là, j'ai que des chiffres monstrueux. Quand on sait qu'il y a 1,3 milliard de Chinois et 1,8 milliard d'Indiens. Ouais. Voilà,
Il y a de la marge, en tout cas après niveau CD peut-être que là effectivement ça se casse un peu la gueule, mais en tout cas en termes d'albums vendus numériquement, il y a moyen de taper des bons trucs en ce moment, je pense que ça peut grimper assez vite. Et Italie en 90, en tout cas merci pour ces infos. Donc The Three Tenors in concert en 90 avec Pavarotti, Domingo et Carreras. Un petit record de la musique classique, un autre, l'œuvre de musique classique la plus longue jamais jouée a duré 35 heures. Est-ce que c'est vrai ou faux? 35 heures, ça fait quoi ça? Un jour et demi? Un jour et demi de performance. Il me semble que c'est 3 jours. Donc je dirais faux. Faux. Il y en a une encore en cours. Ah. Donc tu as faux. Enfin, tu as dit faux, c'était la bonne réponse, mais c'était bien plus. Parce qu'en fait, là, il y a un record qui, je pense que tu faisais la référence à ça, Jambon Mystique. Il y a un record qui sera, je pense, pas près d'être tapé. C'est 639 ans de performance musicale. Et on parle d'un truc du coup forcément numérique, puisque je sais pas si t'as entendu parler de ça. Ça se passe en Allemagne, dans une église allemande. C'est une œuvre de John Cage qui est jouée depuis à peu près 20 ans il me semble, et qui va durer encore 639 ans, enfin 619 maintenant. Alors ça j'ai jamais entendu parler de ça. Et du coup chaque note est jouée par un ordinateur. Enfin un ordinateur va déclencher des notes, du coup jouées à l'orgue. Donc forcément les notes tiennent des années. Et ça a fait dernièrement la petite actu, en tout cas en musique classique. Moi ça m'a bien fait marrer, puisque dernièrement, je crois que c'était en septembre ou une connerie comme ça, on a changé de note. Et c'était le dernier changement de note depuis à peu près 3 ans. Enfin c'est fou. Et la prochaine note a été changée dans 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment, ouais, c'est une œuvre complètement avec des proportions je pense, qui nous dépassent clairement. Je vous conseille du coup, je vais le noter dans le. Il y a une partition, une partition de John Cage. C'est absolument, moi j'adore ça. Enfin, le concept, je trouve absolument génial. L'œuvre est de John Cage et ça s'appelle, je vous le mets dans le chat, Organe 2 d'ailleurs, parce que c'est cube. Enfin non, carré du coup, as slow as possible. Ça porte bien son nom. Je crois que ça s'écrit comme ça. Donc Organe 2, as slow as possible. Voilà, donc c'est une œuvre qui va durer encore plus de 600 ans. Donc c'est un truc de fou. Mais par contre, on était un peu loin. Toujours à faire le pitre, Cage. Mais tu avais quand même raison. Donc attends, final, ça te fait combien de points? Parce que attends, je vais te compter ton petit score là. Comme ça, on joue. Andrea Bocelli, du coup, je pense que tu avais faux. J'ai eu faux sur la première et les autres étaient bonnes. Ouais. On est d'accord, je pense, avec le chat. Ça va, il dit vrai, je pense. Du coup, ça te fait 3 points. Magnifique, impeccable. Cinquième question. Oui, une faute, c'est ça. Tartiflette, on fait le code de la route ensemble. Tartiflette, il est au taquet. Du coup, l'œuvre de musique classique, à l'inverse, mon cher Eric, la plus courte jamais écrite, dure 15 secondes. Vrai ou faux? Je dirais faux. Dans le chat, je laisse un petit peu jouer. Je dirais faux parce qu'elle va durer encore moins que 15 secondes. Ça me paraît beaucoup du coup. Ça paraît beaucoup moins. Alors moi, j'ai vrai. Ouais, alors après, ça dépend. Disons que c'est à discuter. L'œuvre en l'occurrence, c'est de Beethoven. Qui a écrit une bagatelle qui dure, du coup, qui fait à peu près 6 mesures. Un truc comme ça. Et en vrai, je peux du coup considérer que ça peut être moi, parce qu'en vrai, je l'ai vu sur plein de sites. Il y a beaucoup d'artistes, de pianistes, du coup, qui jouent ça. C'est dans un recueil de bagatelles, et qui jouent cette bagatelle sans reprise. Donc sans la barre de reprise. Donc en fait, du coup, au lieu de durer 15 secondes, ça en dure que 8. Voilà. Du coup... Voilà, ça dépend des interprétations. Ça dépend des interprétations, on va dire, mais c'est... 3 fois plus vite, ça va durer encore moins. Tu la joues 3 fois plus vite et sans reprise, let's go. Voilà. 1 seconde. Mais oui, c'est la bagatelle, Tony. Effectivement, du coup, c'est la bagatelle, pour la ref exacte, la bagatelle numéro 10, opus 119. Voilà. Un 10 en bas de votre écran, bien sûr. Un autre record de la musique classique. Pas de bol pour les labels, il faut 30 secondes pour comptabiliser un stream. Ah, c'est vrai que c'est... Oui.
C'est vrai que c'est pas de bol ça. Mais on va dire que c'est joué dans un recueil, donc bon, pas de problème, je pense, de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'il faut faire gaffe maintenant avec le streaming. Il y a des petites limites. Merci pour l'info en tout cas, Jambon. Autre record de la musique classique, celui-là. Attention, le plus gros orchestre jamais assemblé comptait, parce que là bon, on est en temps de Covid, voilà, 3765 musiciens au même endroit. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vrai. Est-ce que le chat pour vous c'est vrai ou faux aussi? Est-ce que c'est vrai ou faux? J'ai envie d'y croire. Chez les Chinois, why not? J'ai envie d'y croire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire oui ou non ça? Ça ressemble aux folies des Japonais, je pense. Donc tout le monde a l'air d'y croire. Vous aviez tous faux. C'est encore plus. C'est encore plus. Je vous jure, j'ai vu ça tout à l'heure. C'est n'importe quoi. Le record vient d'être battu. Le record vient d'être battu d'ailleurs il y a 4 ans, parce qu'avant c'était un record qui datait d'il y a à peu près 40 ans. Voilà. 7548 musiciens au même endroit. Dans un stade de foot. Au stade de Francfort, d'ailleurs, c'était en Allemagne, du coup, que le record. Alors, c'est pas très Covid, du coup. Mais ça a été joué il y a 4 ans. Donc, tout va bien. Vous n'êtes pas prêt de refaire ça? C'est pour ça que j'avais envie qu'on se remémore un peu les bons souvenirs, mais effectivement, ça m'a l'air quand même compliqué maintenant. Donc effectivement, le record a été atteint donc en 2016 à Francfort, dans le stade de foot de Francfort, donc de la ville de Francfort, 7500 musiciens quand même, c'est n'importe quoi. Du coup, qui jouait l'hymne à la joie, donc de Beethoven, avec 7500 musiciens. Incroyable. Le miracle du chef d'orchestre pour faire jouer 7000 personnes. Ah bah là, voilà, s'il y a pas un petit streaming qui traîne, ce serait dommage là. Ce serait dommage de. Et il y a les vidéos, il y a pas de vidéo justement, il y a pas de vidéo. Ça a été, en tout cas, j'ai pas pu retrouver sur YouTube. Alors si vous l'avez, n'hésitez pas à me l'envoyer. Je suis très très friand. Mais j'ai juste vu ça dans des news, du coup, dans des articles de presse, alors pas allemandes, mais en tout cas, ça a beaucoup fait parler il y a quelques années, donc il y a 4 ans. Et puis ça a été validé par le Guinness Book, donc là vraiment, là on est. Ah bah oui. Là, c'est du record. Là c'est record. Ça fait beaucoup de tablettes, clairement. Clairement, ça faisait beaucoup de tablettes. Magnifique. Donc, alors du coup, je crois que les dernières étaient fausses. Attention. Enfin, oui. Hop. Oui. Alors attention, est-ce que tu vas pouvoir te reprendre? L'instrument le plus cher jamais vendu est de 16 millions d'euros. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. Du coup, tu dirais quoi? Je crois qu'on est vers 20 ou au-delà de 20, je crois. Est-ce que dans le chat, vous pensez que c'est vrai ou faux? 16 millions d'euros pour l'instrument le plus cher jamais vendu. C'est déjà pas mal. Hein. Mais... On est sur une bonne somme, hein, clairement. 16 millions, c'est, je dirais oui, un violon. Eh bien, Tony, j'ai l'impression que t'as la bonne réponse finalement. Donc, Eric, c'était finalement 16 millions. Ça peut aller au-delà encore. Eh ouais. Et ce n'est pas un Stradivarius pour le coup. J'ai la marque sous les yeux. C'est un violon vieux temps Guarneri. Je sais pas si ça te parle ça. Guarneri, oui. Ouais, Guarneri, ouais. Ouais. Donc, oui, qui a été vendu 16 millions, donc à peu près 18 millions de dollars, quoi. Vraiment, ça a été vendu 18 millions de dollars. Qui a pu appartenir à un grand violoniste, etc. Ah bah là, clairement. Et j'ai vu un truc aussi sur le même article pour votre... Ah super, t'as le lien Tartiflette. Mais magnifique pour l'orchestre de 7500 personnes. Magnifique. Du coup, pour vous dire un truc, le violon qui a appartenu même à Paganini, un Stradivarius de Paganini, a été vendu que 5 millions. Ça craint. Ah, ça craint un peu. Je trouve que c'est limite quand même pour Paganini. Hein. Il y a du manque de respect là, clairement. Je trouve. Au rabais. Vraiment, ça a été vendu au rabais. Celui qui a eu ça a fait une bonne affaire, j'ai l'impression. 5 millions, hein, c'est vraiment peu. Il en veut maintenant 16, quoi. Et maintenant, il en vaut à peu près 47. Voilà. Fallait le vendre au bon moment aussi. Hein, voilà. Mais effectivement, donc 16 millions quand même pour un instrument, c'est complètement fou. Donc voilà. En tout cas, merci pour le lien Tartiflette. J'ai regardé ça justement. Après, n'hésitez pas à aller regarder justement l'orchestre de 7500 personnes. Oui. Dans le chat, c'est fou. C'est fou. D'ailleurs, en parlant de concerts,
Magnifique transition, tartiflette. Oh là là, qu'est-ce qu'on est connecté. Ça, c'est le numérique qui nous vaut ça. Le concert classique. Ayant réuni la plus large audience. Après les orchestres, maintenant, c'est l'audience. Donc le public. Le concert qui a réuni le plus de personnes est de 570 000 personnes au même endroit. Est-ce que c'est vrai ou faux? En Chine, certainement, peut-être. Je dirais vrai, allez. Ouais, le chat, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites de ça? Donc 570 000 personnes au même endroit pour voir un concert classique, en plus. C'est classique. Plus. Ah, pour Tony, c'est plus. Putain, Tony, j'ai l'impression que Tony, attention, Tony, t'es un joueur. Tony est un joueur. Effectivement, c'était plus que 570 000 personnes, ce qui est déjà énorme. Moi, j'ai vu ça, j'étais là, mais what? C'est 800 000 personnes au même endroit. Et ce n'est pas en Chine, c'était aux États-Unis. Ouais. À l'occasion du centenaire de la Statue de la Liberté, en tout cas de l'inauguration de la Statue de la Liberté, donc c'était en 86. Enfin, on n'est pas prêt de refaire ce genre À Central Park, c'est énorme. Ah bah là, voilà, clairement on peut, on peut oublier. Hein. Ou alors 800 000 personnes, voilà, c'est clairement avec des moniteurs et tout, enfin, voilà, un truc de fou. Qui dirigeait? Alors je ne sais pas, je n'ai pas la. D'ailleurs si vous. La Statue de la Liberté. Ouais, c'est la Statue de la Liberté qui dirigeait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc en 86, ouais, le record est assez vieux et le record tient toujours. Hein. Donc là maintenant, encore plus, mais. Attends. Ouais, 800 000 personnes, c'est un truc de fou, je trouve. C'est n'importe quoi. Et ouais, effectivement, peut-être qu'il y a plus de personnes qui se rassemblent aux proms à Londres, ouais, effectivement. Je sais pas les chiffres, mais ça doit être pas loin d'être ça, ouais. Ouais, des petits joueurs. Jean-Michel Jarre a tapé le million. Ah ouais, mais Jean-Michel Jarre, c'est notre maître à tous, Après, c'était bien un concert classique, hein. Quand même, qui a réuni 800 000 personnes pour l'inauguration, célébrer l'inauguration de la Statue de la Liberté. Pour écouter la bagatelle de Beethoven. Pour écouter 8 secondes. c'est quand même cher payé, hein, putain, merde. Ah, c'est dommage. Vraiment, 800 000 personnes pour 8 secondes. Ça les vaut pas, je trouve, ça les vaut pas. Allez, deux petites dernières, Eric, pour te refaire un petit peu, là. Allez. Ouais, t'as raison. Allez, toi qui as travaillé à l'opéra, spécial opéra. La production d'opéra la plus chère jamais réalisée est à 5 millions d'euros. Vrai ou faux? Une production d'opéra à 5 millions d'euros. Je dirais faux. Tu dirais quoi du coup? Tu as plus ou moins? Je dirais plus, je sais pas pourquoi. Je pense encore aux Chinois, mais je sais pas. Ah, Tony dit moins. Est-ce que Tony va avoir raison une fois de plus? Ou est-ce qu'il va s'incliner? Moins? Tout le monde dit moins, dis donc. Eh ben Eric, tu avais bon. C'était plus que 5 millions. Eh ouais. Et le chiffre est hallucinant. Mais hallucinant. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, c'est un truc de fou. 7? Ah non. C'est 15 millions d'euros pour une production d'opéra. C'est un truc de fou. Le prix du Stradivarius. Voilà. En fait, l'opéra coûte un Stradivarius. Soirée décadente, clairement en approche. Alors, pour la petite anecdote, voilà, la plus grosse production d'opéra jamais réalisée est à l'opéra de Beijing, donc à l'opéra de Pékin, pour un Turandot, donc de Puccini, en 98. C'est un truc de fou. J'ai vu le truc tout à l'heure, j'étais là, mais what? 800 costumes différents. Il y avait plus de 3500 personnes dans l'auditorium de la Cité Interdite, carrément. Un truc de grand malade. 3500 par représentation. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Du coup, il y a eu un petit budget de 15 millions d'euros. Voilà. Et 15 millions pour l'époque de 98, donc avec l'inflation et tout, je pense que ça a dû un peu monter, mais en tout cas, le chiffre est fou. J'ai vu ça tout à l'heure, chiffre est fou. Et ouais, ils aiment bien l'opéra, je pense, en Chine, clairement. Surtout pour un petit Turandot. Donc bien joué, Eric. Ça nous fait 4 points. Hein. Ça nous fait 4 points. 4 points. Et est-ce que tu vas attendre le petit 5 points pour cette dernière question? Spécial compositeur, le compositeur ayant écrit le plus d'œuvres en a composé plus de 3500. C'est vrai ou faux?
Je dirais que c'est faux. Tu dirais plus, moins? Je dirais moins. Moins. Est-ce que le chat l'a? Faux, je dirais aussi pour Tony. Moins. C'est vrai pour Tartiflette. Une voix dissidente s'élève dans le désert. Attention. Il y a match. Du coup, la vraie réponse, c'était vrai. Effectivement, il y a un compositeur qui a composé plus de 3500 œuvres. Et ce compositeur, c'est George Philip Telemann. Ouais, qui a été le compositeur le plus prolifique, en tout cas, on va dire classique, qui a composé plus de 3500 œuvres. Différentes, hein, bien sûr. Hein. Et sans numérique. Et sans tablette. Hein. Sans tablette. Lui, avec un petit Music Crab, laisse tomber. Hein. Laisse tomber le délire. Hein. Je pensais que Telemann, c'était autour de 1000. Et en fait, non, déjà 1000. 1000, c'est à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près le niveau de Bach et de Schubert, par exemple. Ils ont écrit plus de 1000 œuvres. Telemann, c'est 4 fois plus, quasiment. 4 fois plus. Et il a écrit 1000 cantates. En fait, il a écrit l'équivalent de cantates de toutes les productions de d'autres compositeurs hein, réunis. C'est n'importe quoi. Il a écrit 1000 cantates. Mais par contre, et pas des œuvres de 15 secondes comme Beethoven. Hein. C'est ça le truc. Et à quand le coffret illimité des œuvres de Telemann alors? Je pense que ça va peser, ça doit valoir 16 millions à peu près. C'est ça. T'en as pour des heures et des heures de streaming, là laisse tomber. Hein. Là t'es bien. Parce que 3500 œuvres multipliées par, je sais pas, 1 heure par œuvre à peu près, ou 30 minutes, faut se les farcir. Hein. Faut se les farcir. Hein. Donc effectivement, donc, c'était plus de 3500. Donc voilà un petit peu pour ce petit jeu vrai ou faux, les records de la musique classique. Est-ce que ça t'a plu, Eric? Très instructif. Ouais, hein, on a appris des trucs sympas, hein, je trouve. Et le chat était en feu, le chat était au taquet, c'était top, merci en tout cas, merci, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé ce petit format, n'hésitez pas à nous le dire, bien sûr, le petit vrai ou faux, on en fera d'autres, des petits vrais ou faux avec d'autres invités, ça va être super. En tout cas, les records de la musique classique, bah voilà, il y en a 10. Retenez-les bien pour une prochaine soirée, pour une prochaine émission. En tout cas, interro surprise les prochaines fois. Non, c'est faux. Je vous laisse tranquille. Bref, en tout cas, bah voilà, c'était très instructif ce petit quiz. On va se terminer. Du coup, on va se terminer l'émission bientôt. Hein, déjà, le temps passe vite. En tout cas, avec le numérique, le temps passe encore plus vite. Ça c'est génial. Si vous avez des questions, ceux qui sont dans le chat, n'hésitez pas, on va terminer là-dessus. En tout cas, Eric, en attendant qu'il y ait des questions qui se posent, peut-être, si vous en avez qui traînent, pas loin. En tout cas, c'est maintenant ou jamais. Eric, du coup, tes prochaines actus, du coup, t'en parlais un petit peu, c'est du coup avec l'Inde, l'application se développe là-bas. On s'intéresse de plus en plus au marché émergent, donc. Puisqu'on traite du langage universel, on ne va pas s'en priver. Donc, ça veut dire Chine, Inde, Brésil et l'Afrique, bien sûr. Et un très gros challenge pour nous. Surtout quand on sait l'amour qu'ils ont pour la culture musicale. Et ils sont tous équipés en plus de téléphones. Donc voilà, ça, c'est des gros challenges. D'ici au printemps 2021, une deuxième appli. Super. Et puis... dès qu'on pourra refaire les salons à Los Angeles, etc., de Music Education, et puis espérer qu'en France, les choses s'accélèrent et on le souhaite. Qu'on puisse proposer notre appli dans toutes les écoles françaises. Et les hôpitaux français. Et les hôpitaux et les chaînes Twitch, et les chaînes YouTube, et partout. Partout, en fait. Voilà. Bah super, nos limites. En tout cas, vraiment très très belle continuation en tout cas à l'application. Une deuxième du coup tu disais printemps 2021. Merci pour ton invitation. Ouais. Bah avec plaisir, avec plaisir. À Studio 440, mais je me fais aucun souci. Tout est bien parti.
Et puis, je serais ravi de suivre la prochaine émission le mois prochain, je crois, sans trop divulguer de choses. Oui, bien sûr, rendez-vous le mois prochain, en décembre, du coup, avec un nouvel invité qui nous parlera de son actualité, bien sûr, une sortie CD qui va concorder avec une petite émission. On vous en dit plus, bien sûr, très bientôt, sur les réseaux sociaux. Et longue vive à Studio 440. En tout cas, on est parti là-dessus. Quelques petits messages du coup du chat. Pas de questions pour Tartiflette, mais un grand merci pour cette soirée qui fut très intéressante. Je ne manquerai pas de noter Music Rab après l'avoir essayé. Tu as déjà Tartiflette dans tes fans absolus. Ça y est, c'est magnifique. Beaucoup, bonne musique à tous. Merci à Eric. On passera le mot de l'appli pour Tony. En tout cas, n'hésitez pas à utiliser l'application, à nous dire ce que vous en pensez, que ce soit à moi ou à Eric. En tout cas, il n'y a pas de souci. Écoute, merci beaucoup Eric pour cette émission. Merci à toi. Colin. Et puis longue vie à Music Crab et aux petits de Music Crab qui vont arriver par la suite. Exactement. Bonne soirée à tous, hein, bien sûr. À très vite sur Studio 440. On vous fait de gros bisous et vive le numérique, bien sûr. On se quitte là-dessus. Vive la musique. Bye bye. Vive la musique. Gros bisous. Ciao.